Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui notre invité c'est Carlos Ghosn, l'ancien patron de Nissan, puis de Nissan Renault Mitsubishi, qui s'est évadé il y a quelques temps dans une malle du Japon suite à des problèmes judiciaires lorsqu'il a été interpellé puis emprisonné pendant plus de 130 jours au Japon. Il a une notice rouge d'Interpol aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de sortir du Liban, un pays dans lequel il s'est enfui. On va donc prendre un avion, on va prendre un taxi tout de suite pour aller à l'aéroport de Paris et puis partir le rencontrer à Beyrouth dans une maison qu'on nous a prêtée pour l'occasion. C'est parti et juste avant, abonnez-vous, plus vous êtes nombreux, plus on peut avoir d'invités exceptionnels comme Carlos Ghosn aujourd'hui, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. N'hésitez pas à commenter l'émission, à la liker aussi, ça nous aide beaucoup sur le référencement, puis à mettre la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties. On vous met 3 interviews par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende, et en podcast audio. N'oubliez pas, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, on vous met en son le podcast audio, vous pouvez les écouter comme ça quand vous êtes sur la route ou en faisant du sport. C'est parti avec Carlos Ghosn sur Légende, on y va. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est venu vous rencontrer à Beyrouth, ici au Liban. J'ai passé ma première nuit dans l'infâme prison japonaise de Kosugi. Ils vous font faire 130 jours de prison. On vous enlève tout. Vous dormez avec la lumière toute la nuit. Le surveillant vous dit comment vous devez vous tenir dans la cellule. Et tout se passe comme s'il voulait pousser au suicide. J'ai pas eu un jour où j'étais joyeux. J'étais dans le malheur le plus total. Carlos Ghosn. L'incroyable évasion de Carlos Ghosn. Ce que nous savons, c'est que Carlos Ghosn a quitté le Japon. C'est peut-être l'évasion du siècle. Donc ils vous mettent dans une malle. Vous n'allez pas être scanné à l'aéroport comme toutes les malles. Non. Vous entendiez quand vous étiez dans la malle? On a des baragouinés en japonais, en anglais, bien sûr. Là, ça ne devait pas être agréable. Non, c'était pas agréable. Combien ça coûte d'organiser une évasion d'un pays? Ça coûte très cher. C'est votre liberté qui est en jeu. Mais c'est quoi, c'est en millions? Carlos Ghosn, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est venu vous rencontrer à Beyrouth, ici au Liban. Où vous habitez aujourd'hui? Oui. C'est ça, vous êtes là. Là, vous n'avez pas le droit de sortir de Beyrouth, du Liban aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de sortir? Il y a une notice rouge japonaise. C'est-à-dire le Japon, quand j'ai quitté le Japon et je suis arrivé à Beyrouth, ils ont émis ce qu'on appelle une notice rouge. Sur Interpol, c'est ça? Sur Interpol. Ils envoient ça à Interpol et Interpol applique. C'est-à-dire, la notice rouge vise à localiser, arrêter et extrader. Bon, le Liban n'extrade pas ses citoyens, comme la France, comme le Brésil. Alors, moi, je suis citoyen des 3 pays, donc je sais. Donc, vous avez habité au Brésil avant, on va en parler, on va faire votre parcours après. Bien sûr. Donc, aucun des 3 pays dont j'ai la nationalité n'extrade ses citoyens. Donc, je suis dans la situation dans laquelle aujourd'hui, le Japon ne veut pas transmettre le dossier aux autorités libanaises pour que je puisse être jugé au Liban. Et le Liban n'extrade pas ses citoyens. Donc, on est bloqué. Parce que vous êtes né, donc je vais reprendre votre parcours. Le principe, c'est vraiment de comprendre vos choix, votre vie, de la comprendre. Vous êtes né le 9 mars 54 à Porto-Velho. Vous êtes né au Brésil. Oui. Ça, je savais pas. Mais vous êtes d'origine libanaise, hein, c'est ça? Vous êtes parti habiter là-bas? Oui. Pour quelle raison? Écoutez, mon père est né au Brésil. Mon père est né au Brésil. Il est d'origine libanaise. Mais son papa est un émigré. Donc, mon grand-père a émigré du Liban vers le Brésil. Mon père est né au Brésil. Moi, je suis né au Brésil. Donc, je suis un Brésilien un Libanais 2e génération, disons. Hein. Et ma mère est libanaise. Donc, je suis né au Brésil. J'ai quitté le Brésil, j'avais l'âge de 5 ou 6 ans, pour des problèmes de santé. C'est-à-dire que la région dans laquelle j'habitais n'était pas une région propice à un développement normal. Le médecin avait conseillé à ma mère, il faut que j'aille dans un pays tempéré, dans lesquels je pouvais avoir une croissance normale. Il faisait trop chaud, trop humide, trop... Non, c'est l'eau. Le problème était essentiellement lié à l'eau. D'accord. Oui. Et donc, je suis revenu avec ma mère au Liban. J'avais 5 ou 6 ans. Et donc, j'ai vécu une grande partie de ma jeunesse à Beyrouth. Vous avez une sœur, c'est ça? 3 sœurs. 3 sœurs? Oui. Vous avez grandi avec elles? Oui. Et votre maman, vous étiez entourée de femmes? Exactement. Parce que ça a une influence après sur les décisions que vous avez prises? Énorme. Énorme. Pourquoi? Parce que ma mère était issue d'une famille où ils étaient 8 frères et sœurs. Et donc, à cette époque, ses parents n'avaient pas les moyens de payer l'université pour les 8. Donc, ils ont privilégié les garçons. Et donc, ma mère, qui est une personne que je considère comme étant très douée, voulait faire médecine. Et elle n'a pas pu faire médecine parce qu'ils n'ont pas pu
lui payer ses études. Ils ont donné préférence aux garçons. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle n'en gardait aucune amertume. Moi, j'étais amer pour elle, mais elle n'en avait aucune amertume. Donc, j'ai toujours eu en moi cette image de quelqu'un de doué qui, compte tenu de la façon dont la société fonctionnait à ce moment-là, n'a pas eu toutes les chances qu'elle aurait dû avoir. Et donc, je peux vous dire que j'ai éduqué, en fonction de ça, j'ai éduqué mes filles comme mon garçon, exactement la même chose, et la même exigence, la même force. Je les ai poussés à avoir leur propre carrière, être les plus autonomes possibles, marqués par l'exemple de ma mère qui a été dépendante, contrairement à son talent, à sa volonté, uniquement pour des raisons sociétales. Vous avez été sévère dans l'éducation. On reviendra après sur l'éducation des enfants, mais c'est intéressant de comprendre. J'étais extrêmement strict à l'école. Bon, j'étais très strict, c'est-à-dire quand ils arrivaient avec des notes un peu moyennes, je dis bon, c'est pas ton niveau, hein, donc il faudrait que tu te réveilles. Par contre, j'étais beaucoup plus coulant dans tous les autres domaines, mais j'étais très strict sur tout le côté développement intellectuel et puis tout ce qui concernait l'école. Ouais, le travail, etc., pour la réussite après, oui. Bien sûr, parce que je voulais qu'ils dépendent d'eux-mêmes. Là encore, là aussi, je leur expliquais toujours qu'il fallait qu'ils développent leur propre autonomie sur tous les plans. Si vous avez été, après, vous avez fait des études chez les jésuites, chez les prêtres. Ça, c'était où? C'était au Liban ou c'était en France? Non, le secondaire, c'est au Collège Notre-Dame, qui est le principal collège des jésuites au Liban. J'ai fait toutes mes études. Très sévère, les jésuites? Sévère. C'est là où j'ai appris l'organisation, la discipline et la compétition. Hein, ils ont développé ces trois éléments. Donc, vous savez, on quittait la maison à 7h du matin, on revenait le soir à 8h du soir. Donc, on passait la journée là-bas. Voilà, on étudiait, on faisait tous les devoirs, tout était supervisé, on revenait à la maison, il n'y avait plus rien à faire. Donc, ça, c'était le système des jésuites à cette époque. Et puis, après le collège Notre-Dame, j'ai été à Stanislas Saint-Louis. Donc ça, c'est pour la prépa, en France. Et j'étais en France sous l'influence de ma mère, là encore. Ma mère était très francophone, nationalité française, etc. Et elle adorait la France. Et donc, moi j'hésitais entre la France et les États-Unis. Elle m'a dit non, tu dois aller en France. Il y a une très grande tradition d'empathie, de sympathie vis-à-vis de la France au Liban, et surtout dans les anciennes générations. Parce qu'au Liban, ça parle français. Hein. Il y a 3 langues. Oui. C'est ça, hein, l'anglais, le français, l'arabe. Malheureusement, de moins en moins. Malheureusement, de moins en moins. Il y a de plus en plus d'anglais et de moins en moins de français. Ah oui, d'accord. Oui. Donc vous parliez déjà français quand vous arrivez là-bas? Oui, bien sûr. C'était, moi j'avais 3 langues quand je suis arrivé en France. J'avais donc le français, l'arabe et le portugais. L'anglais, c'est My Tailor is Rich. Hein, j'avais un anglais qui était élémentaire. J'ai appris sur le tas l'anglais. Hein, j'ai pas appris à Harvard je l'ai appris sur le tas. En parlant, mais comment on apprend 3 langues d'ailleurs au Liban? Parce que je connaissais pas, je découvre. On est arrivé hier soir, pour tout vous dire, on tourne à midi, mais. Écoutez, quand vous êtes gamin, vous apprenez tout très très vite. C'est à l'école, vous apprenez directement. À l'école, avec vos copains, vous avez à la maison, ça parlait français parce que ma mère était très très francophone, comme je vous le dis, et puis le portugais parce que il y avait des liens avec le Brésil. On a une partie de la famille au Brésil. Donc, ces 3 langues, j'ai vécu dans ces 3 langues. Et l'anglais, qui allait être, franchement, la langue la plus importante pour moi, je l'ai appris sur le tas plus tard. Après, quoi. Plus tard. On en parlera après, mais à Tokyo, quand vous arrivez là-bas, ça parle pas, vous parlez évidemment pas japonais, mais ça parle pas forcément très bien anglais. Non. La plupart des gens, quoi. Oui. C'était un point commun, d'ailleurs, entre les Français que j'amenais avec moi et les Japonais. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que vraiment personne ne parlait vraiment bien anglais. Donc, ce qui fait que quand j'ai imposé l'anglais comme la langue officielle de l'Alliance, personne ne se sentait défavorisé. Hein. Les Français devaient faire un effort pour être un peu plus proficient, comme disent en anglais, et les Japonais devaient se mettre aussi au travail pour parler anglais et non pas parler français. Vous qui avez eu une éducation internationale, vous avez vu plusieurs pays, quand vous arrivez en France, qu'est-ce qui vous marque? En termes d'éducation, vous êtes à l'école, c'est une belle école dans laquelle vous allez, mais est-ce que quelque chose vous marque? Oui. D'abord, quand vous venez du Liban, vous débarquez en France, vous venez d'un pays qui est très... où il y a beaucoup de chaleur humaine. Vous débarquez à Paris, vous êtes un peu choqué. Il y en a beaucoup moins. Hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais... Deuxièmement, vous venez d'un pays où il y a 300 jours de soleil par an,
Vous arrivez en septembre à Paris à la rentrée, c'est gris. Donc vous prenez 2 chocs, hein. Le choc climatique et le choc un peu affectif. Par contre, sur le plan de l'enseignement, évidemment, Saint-Louis Stanislas, c'est quand même autre chose. Et donc, j'ai beaucoup ramé les 6 premiers mois. Hein. J'étais top de ma classe au Liban. Je me suis retrouvé parmi les derniers, les premiers mois. C'est un choc. Hein. Il a fallu ramer la première année. Et puis après, je me suis mis au niveau. Et quand vous arrivez là-bas, vous imaginiez faire carrière en France après, ou c'était juste une petite étape au départ? Non, j'ai toujours voulu aller au Brésil. Je voulais faire ma carrière au Brésil. Donc j'ai fait des études d'ingénieur. Donc comme vous le savez, après Saint-Louis, j'ai fait Polytechnique, c'est ça? J'ai fait Polytechnique et les mines de Paris. Et c'est donc la dernière année des mines que Michelin, sachant mon existence, parce qu'ils avaient un projet au Brésil, ils se sont dit bon ben un Brésilien formé en France, ingénieur, on va avoir besoin de lui. Ils m'ont fait une proposition et donc je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand. À 31 ans, c'est ça, vous devenez directeur de l'usine? Ça, j'ai intégré Michelin, j'avais 24 ans. Oui, c'est ça, mais en dernière année de Michelin. Oui, j'ai passé 6 ans. Non, au départ, ils voulaient m'envoyer comme chef de fabrication de l'usine de Rio. Bon, j'étais très content, j'allais à Rio. Et en fait, ils vous envoient à Clermont-Ferrand? Mes parents étaient à Rio, donc j'étais très content. Et puis ils m'ont dit, non, mais attendez, on va vous garder un peu plus, on va vous faire passer dans nos usines, puis après on va vous envoyer à la recherche, puis vous allez faire ceci. Et moi j'étais impatient, mais ils m'ont dit, oui, mais vous comprenez, plus vous passez du temps ici, plus vous allez avoir un poste plus intéressant. Et finalement, à 31 ans, comme vous le dites, j'ai débarqué comme étant patron des opérations sud-américaines du Brésil, de Michelin, basé au Brésil. Mais pourquoi? Parce que c'était la crise. Personne ne voulait aller au Brésil. Il y avait 3000% d'inflation. C'était le moment où il y avait le transfert entre les militaires et les civils. On était en train de parler de 1985. Et c'était un moment très, très difficile. Et Michelin n'allait pas très bien. Et donc, ils se sont dit, nous avons un seul candidat pour aller au Brésil, c'est Carlos Ghosn. On va l'envoyer. J'étais très content. Dans votre carrière de patron, qu'est-ce que vous avez appris? La rapidité des décisions. Quand vous êtes dans un environnement où vous avez 3000% d'inflation, il faut prendre des décisions rapides. Vous pouvez pas passer votre temps. Et puis, il faut des décisions claires. Il faut des décisions qui... Donc, ce que j'ai appris au Brésil, c'est l'importance de la réactivité et de la rapidité. Ensuite, vous allez partir 7 ans aux États-Unis. Oui. C'est eux qui viennent vous proposer. Comment ça se passe? Non, c'est Michelin qui m'avait envoyé du Brésil aux États-Unis. Donc là, j'étais en charge de l'intégration d'Uni Royal Goodrich avec Michelin. Donc il fallait faire vivre les 2 équipes ensemble, réorganiser l'ensemble des activités. C'était vraiment cette année remarquable, parce que c'est là où j'ai appris la concurrence, la force de la concurrence, l'importance du marché, et surtout l'importance du profit. Le profit, non pas comme un moyen de gagner de l'argent et d'acheter des tas de choses, le profit comme étant un élément de force de l'entreprise et surtout de perpétuité de l'entreprise. C'est François Michelin, qui est un des descendants de la famille Michelin, qui est à la tête à l'époque. Vous allez être très proche de lui. Oui. Il va vous faire une confiance absolue? Oui, il me faisait confiance. Oui. J'ai la marque de confiance, c'est qu'il m'a envoyé son fils, Édouard, malheureusement qui est décédé d'un accident. Et il m'a envoyé Édouard pour que je le forme. Donc j'avais Édouard dans mes équipes. Et donc j'ai eu Édouard Michelin pendant 2 ans aux États-Unis, jusqu'à ce que son père le rappelle à Clermont-Ferrand pour qu'il puisse se préparer à la succession. Qu'est-ce que les Américains font de mieux que nous en termes de business? Vous qui avez vu vraiment les deux. Écoutez, les Américains, c'est le sens du profit, indiscutable. Vous n'êtes pas profitable, vous ne valez rien. Si vous êtes des profits, vous êtes crédible. 2, le client, le braquage sur le client, sur le marché. Et 3, c'est impitoyable. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de... Ouais, le business. Je dis, non, ils ne sont pas froids, les Américains. Ils ne sont pas froids. Mais en business, ils sont froids. Oui, en business, ils sont froids. Ils sont catégoriques. Et c'est pas mal parce que c'est jamais du gris. C'est jamais gris. C'est noir ou blanc.
Ah, c'est vrai? Oui. Et vous avez intérêt toujours à être du côté du blanc, parce que quand vous êtes dans le noir, c'est pas très sympathique. Hein. Et donc, vous étiez donc proche, vous disiez, de François Michelin, ça se passait bien, et vous allez quitter, c'est en 1996, vous avez quitté Michelin pour Renault. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez eu envie de partir? Est-ce que vous avez fini un cycle? Est-ce que vous avez une super proposition? Comment ça se passe dans votre tête? Écoutez, en 1996, donc Édouard Michelin avait été nommé gérant, il prenait de plus en plus de pouvoir. Et il y a deux choses qui se sont passées en même temps. D'un côté, plusieurs personnes qui sont très proches de moi m'ont dit « Tu dois faire très attention parce que tu es l'homme du père. Tu n'es pas l'homme d'Édouard. » Le fils, du fils. Ouais. Donc, il faut que tu fasses très attention. Hein. Donc, je dirais une sorte de conseil très général qui m'est resté effectivement en tête. Et puis après, il y a surtout un chasseur de tête qui avait été engagé par Louis Schweitzer. Louis Schweitzer cherchait un numéro 2 chez Renault. Qui était le patron de Renault à l'époque. Oui, le patron de Renault. Il cherchait un numéro 2 chez Renault parce que, manifestement, il pensait que l'équipe qu'il avait, il n'y avait personne qui puisse être susceptible de le remplacer un de ces jours. Donc, et puis il voulait un industriel. Et donc il a été voir des chasseurs de tête et ils lui ont dit, bon, ben, parmi les noms, il y a ce monsieur qui travaille chez Michelin. Donc j'étais, l'industrie automobile, hein, c'est quand même important. Moi, j'étais chez un fournisseur de l'industrie automobile, vous avez un grand constructeur, là, c'est toujours alléchant. Donc d'un côté, le fait, j'étais pas l'homme d'Édouard, j'étais plutôt l'homme du père. Deuxièmement, la possibilité de passer chez un constructeur automobile, et puis la France, c'était familier quand même, j'ai fait toutes mes études en France, je travaillais pour une entreprise française, donc j'étais pas parti dans un univers tout à fait inconnu. Ouais, voilà. Et donc la réunion que j'ai eue avec Schweitzer, qui a duré 1h30, je pensais que c'était un processus qui allait durer très longtemps. 3 semaines après, le chasseur de tête m'appelle, il me dit, il vous veut chez Renault. Vous aviez quel âge à l'époque, en 96? Ça arrivait... J'avais 42 ans. C'est quoi les qualités qu'il faut pour faire votre boulot, pour avoir votre carrière? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Performance. Vous savez, attendez, c'est très simple. Hein. Moi, comment je suis passé du Brésil aux États-Unis, François Michelin a regardé ce que j'ai fait au Brésil, il a dit, ce gars-là est capable de faire tout ça. Hein, alors qu'on pensait qu'il n'en serait pas capable. J'étais aux États-Unis. Donc, j'ai fait la fusion entre les deux entreprises. Ça a bien marché. Donc, qui a vu ça? Les chasseurs de tête. Quand Louis Schweitzer, patron de Renault, cherchait un numéro 2, ils lui ont dit, tiens, on a quelqu'un qui obtient des résultats. Donc, je suis arrivé chez Renault. Et donc, quand je suis arrivé à Renault, on m'a collé un plan de restructuration que j'ai mis en place, le plan 20 milliards, si vous en rappelez. C'était en 1996-97. Qui a bien marché. Donc c'est parce que la boîte était en perte à l'époque, ça marchait. Non, elle n'était pas en perte, mais les résultats n'étaient pas très brillants. Donc Louis Schweitzer voulait vraiment donner un coup et réveiller un peu Renault. Et il m'a demandé de faire un plan qui permette à Renault de retrouver une rentabilité pour pouvoir prendre des initiatives sur le marché automobile. Et je l'ai fait. Et on a fait le plan 20 milliards de francs à cette époque, qui a marché. Et d'ailleurs, les conséquences du succès du plan 20 milliards, c'est qu'on a pu faire Nissan derrière. Ça veut dire quoi le plan 20 milliards par exemple? C'était 20 milliards d'économies. Il fallait faire 20 milliards, donc cost killer, il fallait couper les... Voilà, c'était mon secteur. Moi, je n'étais pas en charge du commerce, je n'étais pas en charge du produit, j'étais en charge de tout l'amont de l'entreprise, donc moi, je ne pouvais agir que sur cette partie-là. Et donc, j'ai enlevé plus de 20 milliards de francs de coûts dans le système Renault. Vous m'avez dit les qualités, bon, il y en a une en fait, performance. Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas au travail? C'est un truc que vous ne pardonnez pas. Le mensonge. La politique. C'est-à-dire essayer de passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ou aller raconter quelque chose auquel on ne croit pas juste pour obtenir un bénéfice. Enfin, je dirais tout ce qui tourne autour du mensonge, de la politique, c'est franchement pas ma tasse de thé. De la mesquinerie, quoi. Pardon? Oui, c'est pas ma tasse de thé. Je pense que quand on est dans l'industrie, la seule chose qui marche, c'est la ligne droite, quoi. Hein. Il faut aller droit au but. De temps en temps, il y a des obstacles. Il faut savoir les manager, il faut savoir les contourner. Mais c'est un métier qui demande beaucoup d'intégrité, intégrité intellectuelle, intégrité personnelle. Et donc, j'ai essayé de m'entourer, je suis pas toujours réussi,
de gens sur lesquels je pouvais confier en matière d'intégrité. Très difficile, puisque je n'y ai pas toujours réussi, on en parlera peut-être plus tard. C'est quand on doit baisser les coûts d'une boîte, il faut parfois fermer, mettre des gens sur le carreau, Oui. etc. Qu'est-ce Oui. qui est le plus dur en tant qu'humain, parce que derrière le patron, il y a un humain? Bien sûr, non, vous avez raison. On me pose la question. J'ai dit, dans tous les cas, quand vous savez qu'il y a des restructurations qui sont nécessaires, soit vous dites, j'accepte le job, et vous y allez, soit vous dites, je ne peux pas faire ça, c'est contre mes convictions, et il ne faut pas y aller. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est prendre le job et ne pas faire ce qui est nécessaire. C'est ce que j'appelle le manque d'intégrité, et c'est accepter les avantages d'un job sans en accepter les inconvénients. Quand j'ai fait la réduction des coûts, j'ai pas fait la réduction des coûts pour le plaisir de réduire les coûts. J'ai fait la réduction. Qu'est-ce que c'est la réduction des coûts? La réduction des coûts, c'est que vous voyez que dans l'entreprise, il y a des endroits où vous avez des ressources qui sont dépensées, mais sans résultat tangible. Et que si vous enleviez ces ressources d'ici et que vous les mettiez autre part, les résultats sont plus importants. C'est une réorientation des ressources de l'entreprise. C'est ça la réduction des coûts. Et c'est pourquoi, en général, quand une entreprise est en difficulté, ça commence toujours par ce qu'on appelle la réduction des coûts. Mais en fait, c'est une réorientation des ressources. Vous fermez des usines dont vous n'avez plus besoin, mais vous allez investir sur le développement de produits dont vous avez besoin, ou vous allez construire des usines dans des pays où vous avez besoin de faire, et vous avez la possibilité de faire une expansion. Dans une interview, vous disiez que vous aviez très peu de vie sociale, à un moment donné, que vous étiez très très concentré sur votre famille et le travail avec que ça. Oui, mais vous savez, je pense, c'est mon opinion, je ne dis pas que c'est la seule, vous ne pouvez pas tout mener de front entièrement. Vous ne pouvez pas avoir une vie sociale intense, une vie professionnelle intense, une vie familiale intense, une vie amicale intense. Vous ne pouvez pas. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Non, mais surtout dans des métiers dans lesquels vous avez des crises tout le temps. Donc moi, j'ai fait mes choix. J'ai dit profession et famille. Famille, c'est femme et enfant. Point. Et puis sœurs, etc. Donc, ça me laissait très peu de temps pour la vie sociale. Ça me laissait très peu de temps pour les amis. Mais c'est un choix. Donc, chaque fois que j'étais devant une situation dans laquelle il y avait un conflit entre les différents impératifs, je pouvais choisir facilement parce que j'assumais mes choix. Alors, mes choix, ma famille en a profité, mon entreprise en a profité, mais effectivement, ça a eu des conséquences sur le plan social et sur le plan amical. Vous l'avez regretté, ça? Est-ce que... non. Non. Je suis très content du fait que mes enfants n'ont pas eu un CEO à la maison. Ils ont eu un papa à la maison. Je suis très content de ça. Je suis très content du fait que, sans l'intensité du travail que j'ai développé, je n'aurais pas pu mener à bien tout ce que j'ai fait du côté de Renault, du côté de Nissan, du côté de l'Alliance, du côté de Mitsubishi. Ça, je ne le regrette pas. Ce que je regrette, c'est que j'ai pas eu assez de temps, mais je le regrette comme ça. Hein, je l'assume pas. Pour mes amis, ou pour la vie, ou même pour la vie sociale. Vous dites dans une interview, j'ai noté, le bon management, c'est faire aux gens qui vous accompagnent des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais qu'ils finissent par faire et dont ils sont fiers à la fin. Oui. Comment on fait ça? Bah écoutez, ça c'est tout le talent de ce que j'appelle le management. Et en général, quand vous êtes un manager talentueux, on dit que vous êtes un leader. Hein. Un manager non talentueux, on dit il est manager, mais un manager talentueux, on dit que c'est un leader. Et le leadership, c'est fait de tas de choses qui sont en contradiction les unes avec les autres. Hein. Par exemple, quand je suis arrivé au Japon et j'avais accepté le job, donc je savais que ça allait être difficile, et qu'il fallait fermer des usines dans un pays pour qui la fermeture d'usine est un sacrilège. Vous ne pouvez pas licencier au Japon, vous ne pouvez pas fermer une usine. Et que vous amenez les gens à accepter le fait qu'il faut fermer des usines et à le faire eux-mêmes, et vous acceptez le fait que vous êtes en train de remettre en cause un certain nombre de leurs traditions, comme le keiretsu, et qu'ils le fassent bien, qu'ils obtiennent des résultats remarquables et qu'ils en soient fiers derrière, ça demande effectivement beaucoup de finesse. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on peut le devenir? Est-ce que ça se travaille? Non, on devient leader. On n'est pas leader. On ne naît pas leader. Alors, le leadership requiert un certain nombre de qualités de base, hein, mais ceux qui ont ces qualités de base ne vont pas devenir leader. Il faut des circonstances qui font que ces qualités se développent, qu'elles sont confrontées à la dure réalité, qu'elles deviennent des éléments qui montrent le leadership. Mais je suis persuadé que n'importe qui a ces qualités de base peut un jour devenir leader, à condition qu'il accepte les missions difficiles.
Ça, c'est une condition aussi sine qua non du leadership, c'est qu'il faut accepter des missions difficiles et il faut accepter de temps en temps de tout perdre. Les missions difficiles, par définition, vous pouvez vous planter. Et si vous plantez, en général, retour à la case de départ, voire moins. Et donc, tous ces éléments-là sont importants pour le leadership. Mais on n'est pas né leader. On n'est pas leader. C'est intéressant. Vos anciens salariés disent que vous avez du charisme, une capacité à convaincre. Je me rappelle, j'avais noté un peu dans les articles de votre approche pragmatique ici, etc. Vous étiez très apprécié. On va en reparler, mais au Japon, vous étiez une vraie star. Il y a même des mangas. On vous montrera tout à l'heure, vous allez voir. Mais j'ai une petite question, si vous voulez bien, 3-4 questions sur l'entrepreneuriat. J'ai la chance de vous avoir dans l'émission pour ceux qui ont des boîtes, ceux qui veulent en lancer un jour. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui a une PME, qui se lance, qui a du mal à faire grandir sa boîte? Si vous aviez quelqu'un dans votre famille, que vous donniez un conseil. Écoutez, tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Je vais vous donner un exemple. Communication. Les gens me disent, tu communiques bien, très bien. Moi, je me rappelle les premiers speeches que j'ai faits quand je suis arrivé aux États-Unis vis-à-vis des Américains, ils bâillaient. C'était mortel. Bon, je me suis dit, quand même, je voyais bien que la salle n'était pas galvanisée. Bon, alors donc, j'ai demandé quand même au responsable de communication. Alors, ils m'ont dit, bon, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Donc, petit à petit, et à chaque fois que je communiquais, j'allais demander toujours un peu un feedback. Mais je suivais ce feedback et j'essayais de m'améliorer. Je parle de la communication, je peux parler d'autre chose. Parce que le charisme aussi, ça, quelque part, bon, vous avez peut-être quelque chose qui est en vous, mais en plus, vous le développez. Et le charisme, c'est montrer de l'empathie dans des situations qui sont des situations difficiles. Vous êtes charismatique parce que vous êtes intéressant, parce que les gens savent que vous êtes quelqu'un de différent, vous avez souffert, que vous avez travaillé, que vous avez pris des risques, que vous avez accompagné. Tout ça, ça fait partie du charisme. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est né en vous. C'est quelque chose que vous allez développer au travers des crises, au travers des missions, et surtout, être à l'écoute. Moi, j'ai toujours dit qu'en fin de compte, le feedback positif ne m'intéresse pas. Le seul feedback qui m'intéresse, c'est le feedback négatif. Pourquoi? Parce que, alors, il y a du négatif pour du négatif, donc celui-là, il sert à rien. Mais par contre, le feedback négatif va vous permettre d'apprendre quelles sont les choses que vous pouvez améliorer de façon à faire mieux la prochaine fois. Si vous êtes mu de cette volonté d'améliorer votre prestation, eh bien, vous n'avez pas de limite. Alors, quelles sont les qualités indispensables si on veut entreprendre et qu'on veut monter une boîte? Alors, le sens de ce qu'on appelle les faits. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il faut, quelle que soit la difficulté des faits, il faut les accepter. Ça, c'est très, très important quand on monte une boîte. C'est accepter les faits, accepter la vérité, accepter la réalité telle qu'elle, non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ça, c'est une qualité primordiale. Être honnête avec soi-même, quand c'est pas bien, quand c'est bien, mais bien c'est sûr, bien. Mais bien sûr. Regardez les faits, regardez les chiffres, et puis dire, bon, non, on est mal engagé, il faut revoir. Et deuxièmement, ça c'est la première. Deuxièmement, ce qui est important, c'est pas l'idée qui est importante. C'est pas qui a émis l'idée qui est importante. C'est la réalisation de cette idée qui est importante. Donc, il faut être très ouvert. C'est-à-dire, si je suis patron d'une entreprise et que j'ai autour de moi des personnes et que moi je dis quelque chose, mais quelqu'un donne une idée qui est meilleure que la mienne, il faut que je la prenne. Pourquoi? Parce que moi, je suis responsable de la réalisation de cette idée, pas de l'idée elle-même. Vous savez, c'était pour parler des deux choses en rapport avec le management, on en parle avant. Le 17 août 2010, il y a eu donc une lettre anonyme qui avait été envoyée par à la direction de Renault pour dénoncer 3 salariés qui avaient des postes importants à l'époque, qui auraient accepté, faisant des pots de vin en échange d'informations sensibles. Sur les voitures électriques par les Chinois. Sur les voitures électriques par les Chinois, qui voulaient s'y mettre très fort et qui s'y sont mis d'ailleurs quelques années plus tard. Bien sûr. On va en parler après si vous voulez bien, oui, bien ça, sûr. parce que c'est un sujet quand même en ce moment qui évolue très vite. Oui. C'était une lettre qui avait été envoyée par qui? Est-ce que vous avez su? Oui, c'est quelqu'un de la sécurité de Renault qui avait envoyé cette lettre. Et donc au final, c'était faux, cette histoire? Bien sûr, c'était faux. On l'a découvert après. Vous avez coupé tout de suite vous avez licencié les 3 salariés pour... écoutez, écoutez, en général, quand il y a une suspicion de ce type, qui vient d'une source qui avait été validée par le responsable de la sécurité de l'entreprise, par le chef du personnel, par le chef des opérations, vous êtes obligé de prendre vos précautions. Vous pouvez dire, je ne peux pas continuer à travailler comme si de rien n'était, s'il y a vraiment des soupçons sérieux sur ces individus. D'autant plus que, vous vous rappelez, en 2010, nous étions en pointe sur les véhicules électriques. Et en plus, je savais très bien que les Chinois
l'industrie chinoise se préparait à passer à l'offensive. On était les seuls d'ailleurs à avoir vu ça avec les véhicules électriques. Bref, donc les accusations étaient crédibles. Malheureusement, après enquête, on s'est aperçu que c'était monté de toutes pièces et que c'était quelque chose qui y avait été monté par quelques individus au niveau de l'organisation de la sécurité de Renault, et ça a fait très mal. Ça existe vraiment, l'espionnage industriel? C'est un truc qui est courant ou c'est quand même très très rare? Non, ça existe. Bien sûr que ça existe. Des marques qui vont payer un gars pour aller rentrer dans une autre boîte, pour voler des plans, des technologies? Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, je dirais, vous n'avez pas besoin d'aller voler un plan, vous allez embaucher la personne qui est au cœur de ce projet. Vous l'embauchez. Là, cette personne vient avec tout son savoir. Donc, ça existe, c'est rare. C'est rare, pourquoi? Parce que vous pouvez contourner cela. Hein? Moi, si je pense que mon concurrent fait de très bons designs de voitures, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une offre au patron du design. Oui, naturellement, en fait. Voilà. Si je sais que, par exemple, ils sont très avancés sur les véhicules électriques, je vais essayer de me renseigner sur quel est l'ingénieur qui est vraiment à la base du développement des véhicules, et je vais essayer de l'embaucher. Donc, ça se passe par la débauche. Hein? Donc, il est très rare de dire « Ah, je ne peux débaucher personne, donc je vais essayer d'apprendre par l'intérieur en essayant de faire de l'espionnage. » C'est rare, mais ça existe. Et ça, comment ça se passe quand, pareil, côté humain, le reste m'intéresse pas, mais quand on licencie quelqu'un, vous avez fait votre boulot de sécurisation de la boîte, entre guillemets, des informations, et après, quand on apprend que c'est faux, est-ce qu'on appelle les gens pour leur dire, bon, je me suis trompé ou... Mais bien sûr, on les a appelés, non, on les a réembauchés. On n'a rien embauché. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas voulu être réintégrées parce qu'ils ont estimé qu'elles avaient beaucoup souffert compte tenu de ça, et nous respectons, elles ont été dédommagées. Mais il y a quand même, parmi les 3 personnes, il y a une personne qui a continué sa carrière, qui a fait une très très bonne carrière à l'intérieur de Renault. Et vous l'avez repris. Et là aussi, intégrité et vérité, on ne joue pas le jeu, on va au fond. Si on a fait une erreur, on la reconnaît, parce que c'est beaucoup plus facile de corriger une erreur une fois qu'on la reconnaît que d'essayer de la planquer. Quand vous êtes patron des 3 boîtes, à un moment donné, ça ressemble à quoi votre journée? L'emploi du temps, c'est... Très occupé, mais il faut que vous soyez très sélectif. C'est-à-dire que il faut beaucoup déléguer, donc il faut bien choisir les personnes à qui vous déléguez, mais en même temps, il y a des domaines qui sont en général les domaines les plus difficiles où vous devez garder la haute main. C'est-à-dire que moi je disais toujours à l'ensemble des gens qui m'entouraient en disant la performance justifie l'autonomie. C'est-à-dire, quand quelqu'un était vraiment au niveau de performance contracté, je lui ai laissé une paix royale. Hein. Par contre, quand quelqu'un était déficient, j'allais pour l'aider. Non pas pour le punir, mais j'allais pour l'aider, pour dire pourquoi ça marche pas, pourquoi on n'arrive pas aux objectifs, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, vous êtes tout le temps en train de changer, c'est de la géométrie variable en fonction de la performance de l'entreprise. Donc, beaucoup de délégations, une sélection des secteurs critiques et des interventions qui peuvent être très profondes jusqu'à aller sur le terrain quand c'est nécessaire. C'est de quelle heure à quelle heure votre emploi du temps moyen, on imagine? Ça dépend des journées. Hein, non mais ça pourrait ressembler à quoi une journée chargée? Vous aviez les vols. Hein, vous savez, Paris-Tokyo, c'est quand même beaucoup d'heures d'avion. Et puis quand vous arrivez, vous êtes quand même assez crevé. Donc il faut reprendre un petit peu de souffle. Non, c'est intense. Hein. Déjà, le patron d'une entreprise dans un pays, c'est intense. Alors vous imaginez patron d'une entreprise de continents différents et dans un secteur aussi compétitif que l'industrie automobile, c'est soigné. J'ai la chance d'avoir la santé que j'avais, donc je pouvais supporter tout cela. Mais je peux vous dire que quelqu'un qui avait une santé moyenne n'aurait pas pu faire mon boulot. Vous faisiez du sport ou pas? Vous faisiez attention, oui, un peu comme un sportif? Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais il faut que vous teniez. Donc pour tenir, il faut faire attention à ce que vous mangez, il faut faire attention à faire beaucoup de sport, il faut faire de la flexibilité. Ouais. Oui, parce que l'avion, ça érode. Hein. Vous aviez des miles, beaucoup de miles du coup en avion? Non, vous aviez un avion. L'avion de vous aviez l'avion. Ah non, sinon c'est pas possible. Non, les vols commerciaux, oubliez. Hein, alors là, impossible de faire le boulot que je faisais avec. Parce qu'à la minute près, ça doit décoller quand vous voulez. Exactement. Et puis de temps en temps, vous alliez dans des régions qui étaient complètement dépourvues de toute installation qui vous permette d'arriver dans les temps. Donc non, l'avion en particulier était condition sine qua non du fait que vous étiez en même temps patron de Renault, de Nissan et plus tard de Mitsubishi. Le 25 mars 99, on va reprendre, pour bien comprendre, c'est l'alliance qui va être signée justement à l'époque entre Renault et Nissan, donc il y a un groupe japonais, je reprends vraiment les bases pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément tout ça. Renault va prendre 36,8% du capital de Nissan pour un montant d'environ 5 milliards d'euros, je crois, c'était à peu près ça, parce que c'était en France. Juste, ça veut dire quoi une alliance, si on n'y connaît rien, entre une fusion et une alliance? Ah, c'est très différent. Une alliance, c'est
les entités restent telles quelles, c'est-à-dire les sièges restent là où ils sont, les marques conservent leur identité, mais vous travaillez sur tous des projets qui sont en commun. Par exemple, vous achetez en commun. Si vous voulez développer un nouveau moteur, vous le faites en commun et vous en faites bénéficier les deux entreprises. Par contre, les designs sont séparés, les commerces sont séparés. Voilà, ça c'est une alliance. Et quel est l'avantage de l'alliance par rapport à une fusion? C'est que dans une alliance, chacun conserve son identité. Hein, et là, attention, hein, c'est des Japonais et des Français. Hein. C'est deux cultures très fières, très anciennes, très fières, très fortes. Et donc, faire une fusion entre un Japonais et un Français, il faut se lever de bonne heure hein, pour la réussir. Vous pouvez la faire, mais enfin, bon. Donc, la seule possibilité, c'est un pays latin, c'est pas du tout... Nissan reste au Japon, elle a son état-major, Renault reste en France, on travaille ensemble, on ne fait pas deux fois la même chose, on essaye de mettre en commun au bénéfice de l'un et de l'autre. Il n'y a que des gagnants. Quand vous faites une fusion, il faut choisir un patron déjà. Hein. Il est japonais ou français. Il faut un siège. Il est au Japon ou en France. Il faut un comité exécutif. Il y a combien de Japonais, combien de Français? Automatiquement, vous êtes dans une confrontation. Il y a un gagnant, un perdant. Et vous allez avoir la sensation qu'il y a un perdant et un gagnant. Et vous savez ce qui se passe quand il y a un perdant? Il ne s'engage pas. Moi, si je suis dans une boîte, je suis au Japon, et je dois travailler pour l'État français, je vais faire le minimum. Ou si je suis français, je vais travailler pour une boîte japonaise, je vais faire le minimum. Par contre, si je travaille pour mon équipe, pour ma ville, pour mon usine, pour ma boîte, pour ma marque, je vais me défoncer. Oui. Quand vous arrivez à la tête de Nissan, donc c'est Louis Schweitzer qui est le PDG de Renault qui a vous proposé de prendre la tête de Nissan. C'est dans quel état, juste qu'on comprenne? Nissan faisait des pertes depuis à peu près 10 ans, avait une dette à cette époque de plus de 20 milliards de dollars. Des dettes de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars en 99, si vous les traduisez en dollars d'aujourd'hui, vous multipliez par 3, quoi. Hein, ça devient à peu près 60 milliards de dollars. Vous actualisez le dollar. Très bien. Bon, et puis surtout, hein, parce que, vous savez, une entreprise, elle peut faire des pertes ad vitam aeternam et continuer à vivre. Vous ne mourrez pas parce que vous faites des pertes, vous mourrez par manque de cash. Donc il y a un moment, quand vous faites beaucoup de pertes, ceux qui vous prêtent de l'argent, puisque vous faites des pertes, vous ne dégagez pas de profit, ils disent « c'est fini ». Donc les banques japonaises avaient dit à Nissan « écoutez les amis, ça fait 10 ans que ça dure, nous on arrête. Ou vous trouvez quelqu'un pour vous aider, ou nous arrêtons, il n'y a plus de cash ». Et pas plus de cash, c'est-à-dire l'effondrement de l'entreprise. Il n'y a plus de cash, c'est qu'il n'y a plus de sang, c'est fini, vous êtes mort. Donc Nissan, à ce moment-là, s'est approché de Mercedes, de Daimler. Daimler n'a pas voulu poursuivre parce qu'ils étaient en train de faire la fusion avec Chrysler. Donc, ils se sont rabattus sur Renault. Non pas qu'ils avaient Renault comme idéal, ils ont dit, finalement, ce sont les seuls qui acceptent de faire cette alliance. C'est comme ça que c'est parti. Mais la situation de Nissan était catastrophique. Il y avait eu 3 plans de redressement entre 1990 et 1999 qui ont tous échoué. Et vous y allez quand même? Vous acceptez quand même? Ah oui. J'y vais quand même, d'abord parce que j'étais voulu par les Japonais, c'était une condition très importante. Hanawa, qui était le patron de Nissan à cette époque, quand on avait eu les premiers échanges, était venu voir Schweitzer pour lui dire « si on fait l'alliance, on veut Carlos Ghosn au Japon ». Nommément. Et Schweitzer était venu me dire « si tu pars pas au Japon, je peux pas faire l'alliance. Et je ferai pas l'alliance si tu vas pas au Japon ». Donc moi, au contraire, j'étais emballé, mais il fallait quand même que je consulte mon épouse. C'était un grand changement quand même pour nous. On n'a jamais habité au Japon, on parlait pas du tout la langue, etc. Mais j'étais excité parce que c'est comme si tout mon passé m'avait préparé pour ça, quoi. Hein, arriver dans un pays inconnu, je connais pas la langue, ne venant pas de l'industrie automobile, étant vraiment quelqu'un d'extérieur, et avoir à transformer quelque chose au Japon. C'était un défi extraordinaire. D'autant plus extraordinaire que personne ne me donnait des chances de réussite. Vous vous rappelez la presse? Ah oui, non, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il va se planter. Oui, la presse française avait dit, Killer, qu'est-ce qu'il va faire au Japon? Même au Japon, ils ont dit, un franco-libano-brésilien chez Renault qui vient ici va nous apprendre à faire des voitures. Je me rappelle, en 99, les Japonais dominaient à peu près l'industrie automobile, par Toyota, par Honda, par Suzuki. Vous avez des tas de marques qui allaient très bien.
Et moi, j'ai trouvé que c'était très excitant. Je me rappelle la conversation que j'avais avec Schweitzer. Quand je lui avais dit que j'étais partant, il m'a dit « Vous vous donnez combien de chances de réussite ?» J'ai dit « 50%. » Il m'a dit « Si je pensais que vous n'aviez que 50% de réussite, jamais je ne ferais le deal. Je ne jouerais pas l'avenir de Renault sur 50%. » Donc, il pensait, Plus que vous, plus que moi, que j'allais réussir. Moi, avec 50%, j'étais partant. des différences culturelles, elle est choquante quand vous arrivez là-bas. Pour ceux qui sont jamais allés au Japon, on se retrouve au Japon. Extraordinaire. Vous étiez dans un autre monde. Hein. Tout. Vous aimez ou c'est bizarre au début? Oh, au contraire, pour quelqu'un qui adore la diversité, n'oubliez pas, hein, je suis né au Brésil. Le Brésil, c'est un pays de la diversité. J'ai vécu au Liban. Le Liban est un pays de diversité. Hein, les communautés qu'il y a au Liban, donc moi, je suis un enfant de la diversité. Donc, arriver dans un nouveau monde totalement uniforme, hein, parce qu'au Japon, la diversité, il n'y a rien, tout ça, c'est extraordinaire. Surtout la capacité, la chance que vous aviez de vraiment faire la différence, alors que tout le monde pensait que vous alliez vous planter, c'était extraordinaire. C'est jouissif, ça, c'est les meilleures ouais, situations dans lesquelles les gens pensent qu'on n'a aucune chance. Et Ça, que c'est vous l'émission qu'il faut réussissez. prendre. Ouais. Ça, c'est l'émission qu'il faut prendre. Quand les gens pensent qu'on n'a aucune chance, il faut y aller. Ouais, faut être sûr de soi là. Hein. 50%. 50%. 50%, c'est faire. Hein. Je dis, bon, j'ai une chance sur deux, j'y vais quand même. Les Japonais au travail, quelle est l'énorme qualité des Japonais par rapport à ce que vous avez connu avant? Attendez, être patron au Japon, c'est le meilleur job au monde. Vous n'êtes absolument pas contesté. Ce qui est le danger d'ailleurs des entreprises japonaises. Vous êtes l'empereur. Vous dites un mot, ça se fait. On ne discute même pas. Ça vous change beaucoup de la France. Hein. C'est-à-dire en France, vous dites un truc, les gens disent oui, mais il n'a pas signifié ceci, on va faire autre chose, c'est pas ce qu'il voulait dire, etc. Donc en France, vous passez votre temps à vous assurer que les gens vont faire ce que vous avez demandé qu'ils fassent. Au Japon, vous évitez de prononcer quoi que ce soit tant que vous n'êtes pas sûr que c'est ce que vous voulez faire, parce que les gens partent très très vite. Donc, c'est vraiment deux cultures de management tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Est-ce qu'il y a un truc difficile quand on arrive au Japon? Il y a la culture, donc il y a des trucs qui sont plus faciles, d'autres plus durs. Qu'est-ce qui est dur pour un... La langue. Voilà. La langue, c'est un outil de management extraordinaire. Extraordinaire. Mais la communication, la langue. Et le fait d'arriver dans un pays où vous ne parlez pas la langue et que vous êtes obligé de passer par un traducteur. Tout le temps? Bah oui, tout le temps, c'est dur. Il vous suit tout le temps? Il y a toujours un monsieur qui vous suit? Ouais, bien sûr, j'avais une dame qui est une très bonne traductrice qui m'a suivi pendant des années. Parce que tout le monde ne parlait pas anglais. Et donc, quand je me déplaçais dans les usines, quand j'allais voir un certain nombre de fournisseurs, j'avais cette dame avec moi. Mais effectivement, quand vous avez un traducteur, vous êtes obligé de faire bref, de faire concis. Parce que sinon, ça dure très longtemps et vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça, je pense que c'est le handicap majeur, c'est la langue. Vous allez relever Nissan dans 3 mois, sans parler la langue. Non, j'ai mis en place le plan. Nissan Revival, c'est ça, en non? 3 mois. C'est à ce moment-là. Oui, et pourquoi 3 mois? Et pourquoi 3 mois? Parce que c'est ce que les banques voulaient. Hein. Ils ont dit, attends, on va pas vous attendre 6 mois, les gars. Non, on vous donne 3 mois. Ouais. Au bout de 3 mois, on veut savoir ce que vous allez faire. Donc, moi, j'ai pris ce challenge. J'ai sorti le Nissan Revival Plan au bout de 3 mois. Franchement, ils m'auraient donné 6 mois, j'aurais pris 6 mois. Au bout de 3 mois, parce que j'étais obligé de le faire. La suite, vous la connaissez. Ça a été... Alors, non, mais dites... Oh, bah écoutez, quand j'ai annoncé, annoncé le Nissan Revival Plan, c'était le choc. Parce que, je me rappelle, l'une des premières réunions que j'ai eues en arrivant dans mon job, à ce moment-là, j'étais Chief Operating Officer, c'est-à-dire directeur général. Les syndicats de Nissan avaient demandé à me voir. Ils étaient considérés comme étant les syndicats les plus turbulents de l'industrie automobile. Tout le monde m'avait averti en disant attention. Très bien. Et puis, ils ont commencé par me dire vous ne pouvez pas fermer d'usine, on ne peut pas démanteler le Keiretsu, on veut que la règle... Qu'est-ce que c'est le Keiretsu? Le Keiretsu, c'est un système dans lequel vous avez des entreprises amies à qui vous donnez tous les marchés. Voilà, tous les marchés, indépendamment de leur performance. Vous ne remettez pas en cause la règle de la seniority, c'est-à-dire que si vous avez un individu qui est plus âgé que l'autre, il prend le job. Ça n'a rien à voir avec la compétence. Bon. Alors, ils m'ont baratiné comme ça pendant un certain temps. Et puis, à la fin, j'ai dit, vous avez terminé? Ils m'ont dit, oui. Bah, j'avais quelques semaines au Japon. J'ai dit, écoutez, messieurs, moi, je suis venu pour redresser Nissan. Bon. On est bien d'accord. Pas pour autre chose. Très bien. Donc, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour redresser Nissan. Rien de plus. Je ne vais toucher à aucune tradition. Je ne vais toucher à rien qui n'ait une influence sur la performance directe, mesurable, sur la performance de Nissan. Donc,
je vais fermer des usines s'il y a besoin de fermer des usines, je vais démanteler le Keiretsu s'il y a besoin de démanteler le Keiretsu, et je vais remettre en cause la seniority s'il y a besoin de le faire. Par contre, je m'engage à redresser l'entreprise. Donc la seule chose que je vous demande, c'est donnez-moi 1 an de crédit, 1 an, pas plus que ça. Et après, faites ce que vous voulez si je ne remplis pas la tâche. Ouais, bon. Vous leur dites, dans 1 an, si j'ai pas réussi, Oui, non, mais même quand j'ai annoncé le Nissan Revival Plan, j'ai dit officiellement que si l'entreprise n'était pas profitable au bout d'1 an, je partais, et avec moi tous les membres du comité exécutif. J'ai dit aussi que si la dette n'était pas divisée par 2 au bout de 3 ans, je partais et les membres du comité exécutif. Donc j'ai pris des engagements. J'ai pas pris des engagements dans un petit salon concret, 3-4 personnes. Non, j'étais à la télévision. Hein. J'étais à la télé, c'était diffusé au niveau du public. Puis ça m'a sauvé. Non, mais bien sûr, ça m'a sauvé. Parce que les Japonais, bien sûr, n'ont pas du tout aimé le fait que je remette en cause tout un tas de choses qui sont considérées sacrées par eux. Par contre, ils ont respecté le courage de ce qu'ils appellent le samouraï. Hein, vous savez, le samouraï, on l'envoyait au combat. S'il perdait le combat, il se faisait seppuku. Hein, il se tuait. Hein, donc c'était à peu près ça. Hein. Moi, j'ai dit, attends, si je gagne pas ma bataille, je me fais seppuku. Hein, je m'en vais. Bon, ça, ils ont apprécié. Ils ont dit, bon, très bien. Alors, les gens qui vous étaient favorables vont vous aider. Les gens qui vous étaient défavorables, au lieu de dire, on va passer notre temps à le critiquer, on va attendre au bout d'1 an, il va sauter de lui-même. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an? Vous avez, dans le plan Revival, Nissan Revival, c'est 14% de réduction d'effectifs, donc 21 000 salariés, je crois que c'était ça les chiffres, vrai. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'1 an? Au bout d'1 an, on revient au profit. Donc, en 1 an seulement? Oui, bien sûr, on revient au profit. Alors, évidemment, tous les gens qui étaient un peu sceptiques, ils ont dit, oh, il a trafiqué les comptes, il a pris beaucoup de provisions, on va attendre la 2e année. Bon, la 2e année, les profits se sont encore envolés. La 3e année, comme vous le savez, tous les objectifs étaient remplis. Et à partir de ce moment-là, je n'étais plus le gars bizarre qui franco-libano-brésilien venant d'une entreprise inconnue Renault. J'étais devenu un peu le symbole de la renaissance de l'industrie japonaise, parce que on n'était pas la seule entreprise en difficulté. Il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient en difficulté, qui ont commencé à faire des benchmarks chez nous, à venir voir qu'est-ce que vous avez fait. Prendre l'exemple. Et vous faites combien de bénéfices en 1 an ou 2 qu'on imagine? Écoutez, c'est très simple. Hein. Je pense que le chiffre d'affaires à cette époque était de l'ordre de 80 milliards de dollars. Au bout de 3 ans, on avait fait quelque chose comme 3 milliards de dollars de profit. Hein. Alors que c'est des chiffres inconnus depuis 10 ans. Hein. Depuis 10 ans. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la dette a fondu. Au bout de 3 ans. On a remis en cause tellement de systèmes, on a fait fondre la dette, et c'est ce qui a permis de faire partir Nissan vers le développement. C'est-à-dire nouveaux produits, nouveaux marchés, et rentrer en Chine, voitures électriques, retour de la GTR, retour de l'affaire Lady. On a fait revenir toutes les icônes de Nissan qui étaient parquées dans un coin parce qu'il n'y avait pas les moyens de les faire. Vous qui avez travaillé dans tous ces pays-là, qu'est-ce qui est bien dans le travail en France? Qu'est-ce qu'on fait de bien dans la manière de gérer les boîtes? Il y a beaucoup de sophistication en France sur le côté stratégique. Hein. Ça, c'est d'un côté. Et puis, il y a aussi beaucoup de talent artisanal. Hein. Il y a beaucoup de talent. La France a d'excellents ingénieurs aussi. Hein. On a donc, il y a quand même beaucoup d'atouts en France. Hein. Il y a beaucoup de cerveau. Oui, il y a beaucoup de cerveau, oui. Bon, la faiblesse de la France, en général, c'est l'exécution. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont l'idée et qu'elle est bien acceptée, on laisse l'exécution pour... alors que l'exécution, c'est l'essentiel, parce que sans l'exécution, cette idée, elle va rester dans un tiroir. C'est l'exécution qui va opérer la transformation de la réalité. Non, il y a beaucoup de talent en France, c'est sûr. Et alors, ça va marcher très fort. Il y a ce qu'ils appellent la Ghosn Mania, exactement. Les Japonais vont vous adorer. Vous allez avoir carrément des mangas. Regardez à l'image, là, on voit des mangas avec votre visage, avec votre personnage, etc. Vous l'avez lu d'ailleurs, le manga? Oui. Et alors? Bon, c'est sympa, hein. Vous lisiez des mangas ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est sympathique. D'ailleurs, quand ils m'ont proposé de faire une manga, ils ont demandé mon autorisation. J'ai dit, bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est sympa, oui. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que j'avais fait un livre qui s'appelait Renaissance, qui était à la demande, d'ailleurs, de beaucoup de gens qui ont dit, racontez dans ce livre ce que vous avez fait chez Nissan, parce que ça peut être utile aux autres entreprises japonaises. J'ai fait ce livre qui avait beaucoup de succès, puisque c'était un livre de management. Et donc, c'est vendu à 300 000 exemplaires, j'étais très fier. Et alors, les gars de la manga sont venus, ils m'ont dit, on va faire une manga. J'ai dit, bien sûr,
on les a pas supervisés, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Manga, c'est une sorte de BD japonais. Oui, oui. Ben, ils ont vendu leur manga à plus d'1 million d'exemplaires. Alors j'étais vexé. Hein. Moi, j'avais mis tout mon savoir-faire et tout mon cœur dans un livre qui a vendu à peine 300 000. De l'autre côté, les gars, en racontant une histoire à peu près et un peu de fantaisie, ils vendaient 1 million d'exemplaires. Mais donc, parce que c'est en japonais, le manga. Oui, bien sûr. Vous parliez japonais après? Oui, oui, enfin, c'est un japonais d'utilité, disons. Hein. Parce que vous savez, les Japonais n'ont jamais voulu parler japonais avec moi. Ils considéraient que j'étais... Ah oui. Ils voulaient parler anglais. J'étais un gaijin, je restais un gaijin et j'ai respecté. Gaijin, c'est quoi? Gaijin, c'est l'étranger. Oui. Donc j'étais un gaijin, je devais rester gaijin, je ne devais pas essayer de jouer au japonais, en parlant japonais. Donc j'ai respecté cela. Donc je parlais un japonais, par exemple, je sais pas moi, quand j'allais au supermarché, je me débrouillais un petit peu en japonais, mais quand on avait des réunions officielles, c'était toujours en anglais. Et puis ça devait leur faire plaisir que vous parliez même quelques mots dans la langue. Oui, oui. Il paraît que les gens se levaient quand vous arriviez au restaurant, quand vous partiez. Il y avait une espèce de truc d'admiration totale. Vous l'avez ressenti, vous l'avez vu? Oui, je l'ai ressenti. Il y a eu un moment où c'était, bien sûr, le succès du Nissan Leaf était tellement peu attendu que ça a créé une sorte de choc. Et il y a eu la Gone Mania qui a duré quand même probablement jusqu'en 2005. Parce qu'à partir de 2005, comme j'étais devenu le patron de Renault, j'étais moins présent au Japon. Donc, ça a un peu faibli à partir de 2005. Alors que pendant longtemps, vous avez reçu un geste d'admiration qui vous a vraiment étonné. Vous vous êtes dit, je sais pas, quelqu'un qui est venu vous voir en pleurant, je sais pas, est-ce que vous avez eu un geste, vous vous êtes dit, waouh, là, c'est fou? Oh, le geste qui m'a beaucoup étonné, c'est que je pense que j'avais été désigné par un jury comme étant le père de l'année au Japon. C'était en 2002, hein, chose qui a été contestée par mes enfants, évidemment, ils ont dit, qui est dans le jury. Mais bon, vous voyez des petits gestes chaleureux pour montrer qu'ils apprécient la personne, ce que j'avais fait. Non, ce que j'avais fait pour leur pays, quoi. Parce que Nissan, quand même, c'était un grand nom. Et surtout, l'image du Japon était en train de changer, puisque la couverture médiatique mondiale était intense. Donc, et vous savez, à ce moment-là, c'était Koizumi qui était le Premier ministre du Japon, et c'était le Japon libéral, c'était le Japon qui voulait s'ouvrir au monde, c'est le Japon, c'était le soft Japan qui était en train de se développer, c'était une période bénie. Est-ce qu'à un moment donné, on peut prendre la grosse tête naturellement? On a reçu parfois des artistes qui ont fait des très gros succès au cinéma, qui nous disent parfois je me sentais plus, pendant 2-3 ans, j'ai eu une période. Est-ce que vous l'avez eu, cette période, avec autant de succès? Écoutez, si vous avez peut-être quelques velléités de prendre la grosse tête, en général, quand vous rentrez à la maison, vous la perdez immédiatement, hein, parce qu'entre votre femme et vos enfants, ça part très vite. Et deuxièmement, je pense qu'il est difficile de prendre la grosse tête en France. Je pense. Autant au Japon, c'est facile de le faire, autant en France, c'est difficile de prendre la grosse tête. Oui, il faut vraiment le cacher, hein, parce que, vous savez, en France, il y a quand même un esprit critique. Oui, il y a un esprit critique qui est très, très fort. Au Japon, vous risquez de le faire. Moi, j'ai peut-être été tenté, j'ai été grisé à un certain moment par l'impact que j'avais sur la société japonaise. Mais vous savez, les crises sont venues très, très vite et ça vous ramène, vous savez, dans l'industrie, les crises vous ramènent tout de suite les pieds sur terre. Hein. La crise financière de 2008, le tsunami en 2011, enfin bon. Ça monte très vite et ça peut descendre. Ça monte très vite, ça peut descendre très vite. Dans les médias français, vous étiez décrit comme le patron le mieux payé de France à l'époque, etc. Est-ce que ça, c'était un souci pour vous, ou c'était assumé, vous rapportez de l'argent, vous prenez un bon salaire? Ou est-ce que franchement, moi, j'ai jamais eu de complexe vis-à-vis de mon salaire. D'autant plus que je pensais que je le méritais. Bon. Et puis, en plus, ce salaire, il se discute en conseil d'administration. C'est un conseil d'administration dans lequel il y a les représentants de l'État et il y a les représentants syndicaux. Bon. C'est faire. Une fois qu'une décision est prise, on ne peut pas dire après, il est trop payé, il n'est pas très bien payé, puisque s'il est trop payé, vous pensez bien que les syndicats allaient se prononcer contre, ou bien l'État allait se prononcer contre. Par contre, ce que je peux vous dire que on m'a fait des misères pour 7 millions d'euros par an. Bon. Le patron de General Motors gagnait 35 millions de dollars par an. Le patron de Fiat Chrysler, Marchione, feu monsieur Marchione, qui était un ami à moi, il gagnait beaucoup plus que ça. Même le patron de Toyota gagnait plus que ça, parce que lui, comme il avait un pourcentage d'actions de sa boîte, il gagnait en dividendes beaucoup plus que son propre salaire. Donc franchement, aller me faire des misères sur mon salaire, je trouvais ça injuste. Et puis surtout l'exploiter de manière populiste. Évidemment, quand vous allez voir quelqu'un qui gagne 1000 fois moins que vous, il ne peut qu'être choqué.
mais parce qu'il ne comprend pas les contraintes auxquelles vous êtes soumis. Il ne comprend pas la difficulté d'un patron d'entreprise, surtout d'un patron d'entreprise qui amène des résultats. Parce qu'un patron d'entreprise qui n'amène pas de résultats, il ne sert à rien. Donc, bien sûr, ça m'a choqué, ça m'a troublé. J'ai failli d'ailleurs en 2014, au moment du renouvellement de mon mandat, rendre mon tablier. La personne qui m'a persuadé de ne pas le faire, ce qui est intéressant, c'est l'ancien ministre Arnaud de Montebourg, qui a servi d'intermédiaire avec le président Hollande pour dire « arrêtez de lui faire des noises, il est trop important pour l'Alliance ». Et est-ce que vos enfants, vous disiez tout à l'heure en rigolant, mais est-ce que parfois ils vous disaient ah là papa tu déconnes, attention là, t'as mal parlé dans ton discours. Mes enfants voulaient que je prenne ma retraite dès 2014. Pour vos 60 ans? En 2014, ils m'ont dit ça y est, c'est fini, tu t'en vas, t'as plus rien à démontrer. Alors, évidemment, en 2018, ils étaient à l'unanimité, ils m'ont dit ne renouvelle pas. Malheureusement, ils ont eu raison, après coup. Mais ils m'ont dit ne renouvelle pas, t'as plus rien à montrer. Tu as retapé Nissan, tu as retapé Renault, tu as mis Mitsubishi, tu es devenu numéro 1 mondial, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Et malheureusement, je n'ai pas suivi leurs conseils. Mais ils étaient contre. Vous le regrettez de ne pas avoir? Évidemment. Sachant tout ce qui s'est passé depuis 2018, évidemment. Je serais parti à la retraite en 2018. Je serais parti à la retraite en 2018. Il n'y a rien de tout ça. De tous ces soi-disant scandales. Versailles, qui avait lieu en 2014, tout d'un coup réveillé en 2018, tous les trucs qui sont réveillés en 2018, comme on dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Donc tout ça s'est passé après 2018, suite à l'attaque japonaise. On en parlera, j'en suis sûr. C'était le 9 mars 2014, à Versailles, comme ça, vous venez d'en parler pour expliquer. Vous faites une énorme réception pour fêter l'Alliance. 15 ans d'Alliance. Mais ça, c'était la réception pour les gens qui avaient aidé l'Alliance de l'extérieur. On avait fait une deuxième célébration en interne pour les cadres de l'Alliance à Tokyo, parce qu'on voulait faire un événement en France, un événement au Japon. Un événement pour le monde extérieur, les ministres, les gouverneurs, les fournisseurs, les distributeurs les plus anciens, pour les reconnaître dans leur rôle de la création d'Alliance. Et on voulait faire une pour tous les cadres de l'entreprise, aussi bien Renault que Nissan. Donc on a décidé que Paris serait plus attractif pour les étrangers que Tokyo, mais on ferait en contrepartie la célébration interne au Japon. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça a eu lieu en 2014, il y avait 300 personnes qui ont participé, il y avait peut-être 260 personnes qui étaient reconnues, démontrables, des gens qui ont apporté un apport à l'Alliance, et il y avait une quarantaine de personnes qui étaient ma famille, mes enfants. Parce que c'était vos 60 ans ce jour-là aussi, c'est ça? Non, mes 60 ans, je les ai fêtés le lendemain. Non, ils étaient venus parce que je pense qu'ils ont fait partie des gens qui ont aidé l'Alliance. Moi, je n'aurais pas eu un équilibre personnel, un équilibre familial. Ils ont subi des sacrifices pour la cause de l'Alliance. Donc, j'estimais que c'était tout à fait normal, et je l'ai expliqué, qu'ils soient invités pour la célébration du succès de l'Alliance. Alors, on m'a fait une montagne à cause de ça. Et ils ont mis des personnes qui, objectivement, avaient aidé l'Alliance dans la catégorie des amis personnels qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais là aussi, je veux dire, c'est un... Oui, il y a un documentaire sur les plateformes qui dit qu'il y a 90% de gens qui sont... Enfin, je ne sais plus combien, mais... Mais vous comprenez bien que... Attendez, cette fête a eu lieu en 2014. Non, mais on va raisonner. 2014, la fête est publique, elle paraît dans les journaux. Les factures sont passées à la comptabilité. Vous avez un audit, etc. S'il y avait invité 90% de copains pour une fête qui a lieu à Versailles, ça se serait su avant 2018 quand même. Surtout en France. Non mais attendez, vous seriez dans un pays où les gens ont peur de parler, je veux bien. Mais en France, tout se sait. Enfin, en France, il y avait des choses qui passaient aux journaux avant même que je ne le sache, à l'intérieur de Renault. Ça ne tient pas la mer. Le coût de la soirée, il était à 630 000 €. C'était une très grande réception. Et c'était ça qui a été reproché après dans vos histoires. Mais vous savez combien il y a de soirées à Versailles par an, par les entreprises? Plus de 150. Alors, tous les 2 jours. Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que même Versailles avait dit que c'était l'une des soirées les moins chères. Non, mais encore, là aussi, vous voulez noyer votre chien, vous l'accusez de la rage. Alors, ils ont dit, mais 600 000 €, vous vous rendez compte? Mais 600 000 € pour inviter 300 personnes qui, pendant 15 ans, nous ont aidés dans le cadre de l'Alliance, c'était un investissement, c'était pas un coût. Et donc vous allez être arrêté en 2018, vous êtes toujours PDG à l'époque de Renault, vous êtes devenu président du conseil d'administration, pour être précis, de Nissan. Et donc c'est le 19 novembre, ils vont vous attendre, ils vont monter dans l'avion dès que vous allez vous poser à l'aéroport. Faux. Comment ça se passe? Faux.
Alors, ils ont montré à la télévision Les images de l'avion. des gens qui montent dans l'avion, etc. C'est faux, c'est du cinéma. Il n'y a pas que ça, hein, je veux dire. Moi, je suis descendu de l'avion. Les gens qui m'accueillent d'habitude m'ont pris en charge. Je suis rentré dans le terminal. Et c'est au moment où j'étais à l'examen des passeports que le gars qui devait tamponner mon passeport m'a dit il y a un petit problème avec le passeport, est-ce que vous pouvez venir avec moi dans la salle à côté? Et c'est dans la salle à côté où le procureur est venu, il m'a dit il y a une accusation contre vous, je vous amène, vous êtes aux arrêts. Oui, mais alors à la télévision. Pas du tout, vous n'aviez aucune info de ça. Là, moi j'étais persuadé que c'était une erreur grossière. D'ailleurs, le deuxième jour, j'avais demandé à l'ambassadeur de France qui était venu me voir. J'ai dit, mais avertissez Nissan. Ils m'ont dit, mais Nissan, ils sont à charge. J'étais tombé des nues. C'est là où j'ai compris. Je dis, Nissan est à charge, donc c'est un complot. Si Nissan est à charge, je suis au courant de rien, ça veut dire qu'il y a eu une sorte de complicité entre Nissan, le procureur, évidemment le gouvernement japonais, parce que rien au Japon ne se fait sans l'accord du gouvernement japonais. Hein, j'ai quand même vécu au Japon pendant 18 ans pour savoir ça, que toutes les décisions, même prises par Nissan sur le plan du management, étaient communiquées au METI. Le METI, c'est le ministère de l'Industrie japonais qui est très fort. Donc rien ne se fait au Japon sans l'accord du gouvernement japonais. Donc j'étais persuadé, au bout de 24 heures, que c'était une collusion entre quelques personnes chez Nissan, le procureur, et évidemment le ministre de l'Industrie, c'est-à-dire le LDP, c'est-à-dire le parti qui était au pouvoir. Vous étiez avec qui dans l'avion, d'ailleurs? Vous étiez en famille? Oh, j'étais tout seul. Vous étiez tout seul, là? Oui. Et vous avez un téléphone portable, on était en 2018. Oh, ils l'ont pris tout de suite. Vous pouvez même pas appeler votre femme ou dire ils prennent aux le téléphone, enfants? ils prennent rien. J'avais dit que j'avais rendez-vous avec ma fille qui était de passage à Tokyo. Je devais dîner avec elle. Ils m'ont dit téléphone interdit. Ils m'ont embarqué et j'ai passé ma première nuit dans l'infâme prison japonaise de Kosuge. On vous enlève vos lacets, c'est comme en France ou... Oh, on vous enlève tout, hein. À Kosuge. Alors, le système, la justice, c'est là où j'ai commencé à me familiariser avec la justice japonaise, hein, ce qu'on appelle la justice de l'otage. Le système japonais, j'ai appris très très vite, c'est que bon, on vous met en prison, on vous enlève tout, chaque chose avec un prétexte particulier, toujours de sécurité, pour vous empêcher de vous faire du tort. C'est-à-dire vous empêcher de vous suicider. Par exemple, on vous donne une serviette qui a cette taille-là pour prendre votre douche. 20 cm sur 30. Voilà. Et on vous dit, parce qu'on ne veut pas que vous pendiez. Il n'y a pas de miroir dans la cellule. Parce que le miroir, vous pouvez vous ouvrir les veines. Donc toutes les vexations étaient vraiment, avaient une excuse, qui ne tient pas la mer, mais enfin, avaient une excuse. Vous avez droit, pas aux journaux, vous n'avez pas droit aux journaux, vous êtes dans une cellule tout seul, le surveillant vous dit comment vous devez vous tenir dans la cellule, hein, c'est-à-dire vous devez être à califourchon. Oui, bien sûr. Et vous dormez avec la lumière toute la nuit. Et quel enfer enfin, je dirais, moi, je peux vous dire le nombre de vexations que j'ai subies pendant cette période, extraordinaire. Mais tout ça, ça se fait dans l'ordre. Hein, vous n'avez pas d'insultes, vous n'avez pas de violence. Ah oui, c'est carré. C'est aseptisé. Voilà, c'est une violence aseptisée. Et tout se passe comme s'il voulait pousser la personne accusée au suicide, mais il l'arrête juste avant. Voilà, oui, on le pousse au désespoir et on l'arrête juste avant. Tout à fait ça. Extrêmement cruel, mais extrêmement raffiné et aseptisé. Et vous, pas de téléphone, hein, je ne vous pose même pas la question, si vous dites... vous pas de télévision, pas de téléphone, pas de radio, pas de journaux, rien. Donc rien à faire. Les seules personnes que vous êtes autorisés à voir, c'est vos avocats et les ambassadeurs du pays dont vous avez nationalité. Alors, moi j'avais la chance d'avoir 3 nationalités, donc je voyais 3 ambassadeurs, donc je voyais du monde. Hein. J'avais l'ambassadeur libanais, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur du Brésil qui venaient me voir. Ils vous aident ou pas? Dans la mesure de leurs moyens, quoi. Vous savez, un ambassadeur dans une situation comme ça, il n'a pas beaucoup de pouvoir. D'autant plus que dans le cadre de l'ambassadeur de France, il sentait bien que Paris ne donnait pas trop d'appui. Hein, ils vous ont pas dit que Paris est en train de se débiner petit à petit, donc il l'a senti lui, donc il faisait tout, bon, vous avez besoin d'un drap, je vais vous amener un drap, des trucs comme ça, mais vous ne pouvez rien faire d'autre. Ouais. Ils vous ont pas du tout aidé, le gouvernement français, à sortir, non?
C'est malheureux à dire. Non, écoutez, non seulement ils m'ont pas aidé, mais ils m'ont enfoncé. Parce que, et ils m'ont enfoncé, et c'est très simple, parce que ce changement a eu lieu dès qu'ils ont vu que les Japonais n'allaient pas me lâcher, hein, c'est-à-dire début janvier. Moi, j'étais arrêté le 18 novembre. Début janvier, c'était clair que les Japonais n'allaient pas me lâcher. Donc, je suppose que ce qui s'est passé, c'est un marchandage dans lequel on dit, vous abandonnez Carlos Ghosn, hein, c'est pas de le défendre, il est à nous, il est là, il sortira pas. Et si vous voulez que l'Alliance ait une apparence de fonctionnement et que ça continue, vous avez quand même intérêt à faire ce qu'on vous demande. Je vous caricature pour le Monsieur. C'est là où tout d'un coup vous avez des renversements. Hein. Monsieur le maire qui, une semaine après mon arrestation, a fait une grande déclaration en disant « on a tout examiné, il n'y a rien à reprocher à M. Ghosn ». Et puis en janvier, qui a dit « peut-être qu'il faudra faire un audit sur ses impôts ». Vous voyez, changement de ton. Oui, changement de ton. On va revenir sur les accusations précises, mais juste avant, ils vous font faire 130 jours de prison, c'est ça? Enfin, c'est à peu près, c'est pas les mêmes chiffres en fonction des sources. Oui, parce qu'ils ont renouvelé les accusations pour me maintenir en prison. Ils ont renouvelé les accusations. À chaque fois que j'allais sortir, ils venaient avec de nouvelles charges pour me maintenir. Pour allonger un peu le... Oui. Mais au bout de 4 mois, ça commençait à devenir un peu lourd. Ils ont accepté, mais ils m'ont demandé un bail, je vous dis, le plus élevé qui ait jamais été payé par un individu, pas par une entreprise, au Japon. Et donc là, on ne parle pas de votre famille, mais quand vous êtes emprisonné, vous dites que vous n'avez pas de téléphone, vous ne les revoyez pas du tout? Non. Pendant 130 jours? Ah oui, je ne les vois pas. Vois pas. La seule autorisation que j'ai eue, c'est venu vraiment à la fin, c'est mon épouse et mes enfants sont venus me voir, mais j'étais en prison. Ils sont venus me voir en prison. Et puis après, quand j'ai été libéré contre paiement du bail, évidemment, j'ai revu tout. C'est quoi, c'est une caution, c'est ça? Une caution, oui. Une caution, mais ça n'a pas duré très longtemps. Comme vous savez, ça a duré 1 mois. Au bout d'1 mois, ils m'ont remis en prison à la veille d'une conférence de presse à laquelle j'avais convoqué les journalistes pour leur expliquer, pour leur donner un peu ma version par rapport aux versions officielles qui tombaient aussi bien du Japon qu'en France. Vous n'avez pas de nouvelles? Est-ce qu'ils vous en ont donné quand même de votre famille, même sans... Par les avocats. Ah oui, dire tout va bien, ou tout le monde est en bonne santé. Les avocats envoyaient des messages. Donc c'était les seules personnes, ou les avocats ou pas les ambassadeurs. Vous ne pouviez pas les voir même derrière une glace, quoi. Et vous n'avez pas eu le droit de l'appeler, même en sortant, je crois, vous n'avez pas eu le droit d'appeler votre femme pendant une période? Ah, ça c'est effectivement la cruauté aseptisée à la japonaise. C'est que, à la 2e fois où j'ai été libéré, avec encore une caution massive, ils m'ont dit, oui, mais il y a une petite condition, c'est que vous ne pouvez pas parler à votre épouse et elle ne peut pas vous visiter. J'ai dit, attends, mais pourquoi? Ils ont dit, ah oui, parce que votre épouse, elle peut influencer des témoins. Tous les témoins étaient dans l'entreprise, hein. Donc, influencer des témoins ou faire disparaître des preuves. Très bien. Parce qu'il savait très bien que j'étais attaché à Carole. Hein. Il le savait par les contacts, les messages. Bon. Donc c'était une façon de me punir, pour me dire, bon, vous avez été libéré, mais enfin, vous êtes dépendant de nous. Vous ne pouvez pas lui parler, donc si vous êtes gentil, on va peut-être vous laisser l'appeler de temps en temps. Vous voyez, pour vous mettre une laisse. Très bien. Quand j'ai posé la question, ils ont dit ça, j'ai dit très bien, mais enfin, je reçois des tas d'amis qui viennent me voir, j'ai des cousins, mes sœurs qui viennent me voir. Si j'avais l'intention de modifier quoi que ce soit... Passer des infos à vos cousins. Ouais, c'est pas grave. Non, manifestement, ça ne tenait pas debout. Vous faire chier. Ils voulaient vous punir. Ouais. Ils voulaient vous punir. Ils voulaient vous dire, voilà, c'est nous qui avons la possibilité. Alors, ils m'ont donné une autorisation de lui parler 6 mois après, mais à condition que mon avocat soit présent et que l'avocat fasse un compte-rendu de ma discussion avec mon épouse au juge. C'est l'humiliation tout le temps, quoi. Ouais. Alors, des exemples d'humiliation, je peux vous en donner un paquet, hein, donc on ne va pas vous noyer dessus, mais ils ont été atroces. Là, pendant 130 jours, donc vous avez toujours une résidence, vous ne pouvez pas du tout sortir. Après, vous allez retourner, ils vont vous libérer au bout de 130 jours pour dire quoi? Vous pouvez retourner chez vous, mais vous êtes obligé de rester au Japon? Écoutez, bien sûr, vous êtes obligé de rester au Japon, il faut trouver une résidence. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ils vous libèrent, c'est que vous avez une résidence. Or, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient vous louer. Alors, vous étiez devenu l'ennemi public numéro 1, le gars qui a trompé, qui a falsifié, qui a fait tout cela. Et donc, j'avais du mal à trouver quelqu'un. Et si je ne trouvais pas un lieu de résidence,
je n'allais pas être libéré. Finalement, c'est un couple franco-japonais qui a accepté de me louer un appartement, et grâce à eux, j'ai pu sortir et payer ma caution et avoir un peu de liberté, quoi. Ça ressemble à quoi une caution? C'est combien une caution? On voit toujours ça dans les films. C'est très simple. Sur les deux cautions que j'ai payées se sont montées à 15 millions de dollars. Ah oui. Juste pour sortir et vous remettre en prison 1 mois plus tard. Ouais. Ouais. Juste pour terminer sur l'histoire, mais là, vous parlez de la justice de l'otage. On n'a pas expliqué, je crois, la manière dont la justice japonaise est faite. C'est qu'en fait, on est présumé coupable, c'est ça là-bas. C'est pas pareil qu'en France. C'est-à-dire, pourquoi la justice de l'otage? Premièrement, c'est que quand vous êtes arrêté, le seul objectif du procureur, c'est que vous confessiez. Vous avouez. Vous avouez. Même si... il s'en fout. C'est vrai, c'est pas vrai, que vous confessiez. Et il va tout faire pour que vous confessiez. Premièrement, les interrogatoires, vous n'avez pas d'avocat. Vous êtes tout seul avec le procureur et un traducteur. C'est tout. Les comptes rendus sont faits en japonais. Vous devez leur faire confiance. Donc, vous ne savez pas ce qui est écrit. Et donc, vous signez? Oui. Vous êtes obligé de signer. Hein. Vous êtes en prison, vous êtes en lama, vous êtes obligé de signer. 2, les interrogatoires peuvent durer jusqu'à 10 heures par jour. Questions répétées tout le temps. Et à chaque fois, pratiquement à chaque séance, Monsieur Ghosn, si vous confessez, on arrête. Vous sortez? Non, vous ne sortez pas. Hein. On en tire les conséquences. Si vous ne confessez pas, on va venir avec de nouvelles accusations et on va en trouver. Comme ça. Et non seulement sur vous, mais sur votre famille. Mais ça, c'est enregistré. C'est incroyable. Quand on avait demandé, quand la presse, une fois que j'ai dit ça, avait demandé une copie des enregistrements, ils ont dit, non, attendez, il y a des choses très sensibles, on ne peut pas vous donner des copies des enregistrements du témoignage de Carlos Ghosn. Bon, et tout est à l'avenant. Pourquoi ils ne vous ont pas tout simplement licencié s'ils ne voulaient plus de vous, les Japonais? Pourquoi ils sont rentrés dans un truc comme ça? Parce que pour licencier un patron, il faut réunir un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il y a un débat. Ils ne voulaient pas de ça. Et tout le monde n'était pas forcément d'accord. Premièrement. Et puis surtout, si vous êtes présent, vous allez vous défendre. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir la majorité compte tenu de la faiblesse de leurs arguments. Bon, ils auraient pu vous tuer. Hein. Ils auraient pu organiser un accident ou un truc comme ça. Oui, si un État veut... Mais ils se sont dit, finalement, la justice est aussi efficace. Parce que, attention, hein, ils n'ont jamais pensé que vous allez sortir du Japon. Jamais. Donc vous mettez dans l'idée en disant, on arrête quelqu'un, il est là pour la vie. Ils ne savaient pas que vous alliez pouvoir vous enfuir? Bien sûr. Parce que... Ils n'avaient pas imaginé ça, vous croyez? Non, mais personne ne s'est enfui du Japon sur les 40 dernières années. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de précédent. Et d'ailleurs, quand les procureurs se sont opposés à la caution pour la libération, ils n'ont pas cité la fuite. Ils considéraient que la fuite était impossible. C'était pas une option. Ils ont considéré que je pouvais influencer les témoins, je pouvais faire ceci. Mais ils n'ont pas du tout considéré la fuite parce que pour eux, c'était pas une option. Et comment vous allez prévoir ça? Préparer? Comment est-ce que ça va arriver? Déjà dans votre tête, j'imagine qu'on a tout de suite envie de sortir d'une prison de... Oh là là, non, c'est pas tellement ça. Au départ, j'étais décidé à me battre. C'est que d'un côté, il y avait 2 éléments qui ont été importants. D'un côté, vous avez mes avocats qui me disaient, vous avez un cas très solide, on a beaucoup de chances de gagner en justice, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit faire. Ça ne va pas être équilibré, vous allez avoir beaucoup de choses à charge contre vous. Ça, c'est d'un côté. Donc, il diminuait un peu mes espoirs de vous en sortir correctement. Vraiment d'avoir justice. Mais de l'autre côté, quand ils m'ont imposé de ne pas voir mon épouse et ni de parler avec elle, j'ai dit, mais bon, ça, ils veulent ta peau. Hein. Ça, c'est plus une question de justice. Ça, c'est une question de vraiment vous liquider, de vous détruire le moral, de vous pousser à la dépression, au désarroi le plus total, pour avoir un total contrôle. Et ça, c'était pour moi inacceptable. Vous savez, c'est quand j'ai commencé à organiser cela, c'est quelques mois avant mon départ, très peu de mois avant mon départ. Ce qu'on dit, je pense que c'est Lao Tzu qui disait ça. Il disait, quand quelqu'un vous aime, il vous donne de la force. Quand vous aimez quelqu'un, il vous donne du courage. Et moi, j'avais cette chance. C'est-à-dire que j'ai eu la force et le courage de le faire.
Parce que quelque part, il y avait beaucoup d'amour dans ma vie. Et je Oui, pense déjà que c'est un privilège. Hein, c'est un sûr, privilège. c'est plus important. Et ça m'a beaucoup aidé à franchir toutes les étapes jusqu'à l'arrivée. Même si je savais dès le départ que les chances de réussite étaient quand même très faibles. Ah, c'est vrai. Même quand là, vous partez dans la Ouais. malle, vous allez Il y avait réussir à sortir les beaucoup de business. choses. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient foirer. Hein. S'il avait décidé de mettre la malle Oui, vous êtes au parti dans rayon, une malle. c'était fini. Ouais. Hein. 2, s'il y avait le moindre problème dans le transport de la malle, c'était fini. 3, si en arrivant en Turquie, il y avait la moindre tentative des Turcs d'aller regarder ce qu'il y avait dans l'avion, c'était fini. Donc, il y avait quand même beaucoup de probabilité que quelque chose aille mal. C'était le 29 décembre 2019. Ouais. Juste pour comprendre, vous commencez par quoi quand vous avez cette idée de vous enfuir? Quel est ce que vous voulez bien dire? Parce que je ne veux pas. Non, mais les noms et tout, on s'en fiche. Mais comment vous faites? Vous appelez des amis, vous dites tiens, est-ce que tu as une idée? Parce que vous ne pouvez pas téléphoner. J'imagine que vous êtes écouté par les autorités. oui, mais quand même, je me suis procuré un téléphone. Ah, c'est ça, pour avoir C'était un pas le autre. mien, bien sûr. Mais surtout, je savais que j'étais à l'écoute, donc même des écoutes qui avaient lieu dans la rue à côté de l'endroit où j'habitais. Donc, je savais que pour parler au téléphone, il fallait que je rentre dans la douche et que je fasse couler une douche. C'était un moyen de ne pas permettre les micros. les écoutes. Bon. Et donc, c'est Votre comme appart ça. était sonorisé, vous voulez dire? Il y avait des micros dans votre appart qui étaient placés sur Il y avait des caméras dans mon appart. Les procureurs avaient imposé des caméras dans mon appart, mais je savais aussi que non seulement mon téléphone était sous écoute, Forcément, oui. mais vous savez, de temps en temps, il y a des petites camionnettes avec des écoutes un peu sophistiquées qui vous permettent d'écouter à distance. De l'extérieur. On l'a montré dans un reportage avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, précédemment ministre des Armées, en tout cas avant d'être Premier ministre. Oui, donc je savais qu'il devait y avoir le secret absolu autour de cela. Donc moi, quand je communiquais avec les gens qui m'ont aidé à sortir, c'était toujours dans la douche, avec une douche qui coule, de façon à ce qu'aucun bruit, aucun son ne puisse être Écoutez de l'extérieur. compréhensible. Donc j'ai mené cela au téléphone. Mais je savais, une fois qu'on a choisi l'aéroport où il fallait partir, la date où il fallait partir, parce que tout ça, ça fait l'objet d'un certain nombre d'examens. Hein, Parce que vous trouvez... L'aéroport d'Osaka, c'était pas une coïncidence, parce que c'était un des aéroports qui était le moins surveillé du Japon. Le 29 décembre, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des remplaçants. Il y a des gens qui partent. C'est les vacances. C'est les vacances. Ils mettent des remplaçants. Les remplaçants, Moins carré, peut-être à des moments. moins carrés, ils laissent passer des tas de choses qu'un professionnel ne laisse pas passer. Donc, tout ça, ça avait été étudié. Mais il y avait quand même beaucoup de dangers que vous fassiez coincer. Mais vous connaissiez ces gens qui vous ont aidé, ou vous en avez trouvé un qui a fait une équipe? Non, je connaissais la personne qui m'a mis en contact avec ces personnes-là, mais je ne les connaissais pas. Ah, vous aviez jamais vu connaissais avant pas. de Je sortir ne les connaissais du pas pays. encore. Mais je faisais confiance, parce que je faisais confiance à la personne qui m'a mis en contact avec. Et c'était des anciens militaires, des gars qui avaient de l'expérience sur ce genre de... Non, ça leur C'était faisait des pas bons- peur. des- Non, c'était des personnes aussi qui avaient fait ce genre d'opération, mais pas sur le Japon. Et donc, ils vont vous proposer plusieurs scénarios. Est-ce qu'ils vont vous dire, Oui. bah là, il y a 30% de réussite, si vous sortez comme ça, c'est 50%? Il y avait le scénario maritime, il y avait le scénario de l'avion. Dans l'avion, il y avait l'avion commercial, il y avait l'avion privé. Enfin, il y a eu plusieurs scénarios. Et au fur et à mesure, on a éliminé tous les scénarios pour arriver à celui-là. Et pourquoi pas en bateau? C'était pas plus simple de monter dans un truc et... Oui, mais le problème, c'est qu'au bout de 3 jours, vous ne pouvez pas cacher que vous n'êtes plus là. Et donc, 3 jours à connu partir au du Japon, vous êtes encore Dans en les mer, eaux. hein. Ouais. Donc la possibilité de vous récupérer des fois. Non, il fallait sortir vite et arriver vite dans un endroit sûr. Et le Liban savait que vous alliez arriver, ou c'est Non, pas du tout. vraiment... Non, pas du tout. Non, mais attendez. Vous savez, le secret d'opérations de ce type, c'est le secret. Si vous commencez à mettre au courant des tas de gens, ouais. c'est tellement sensationnel que le risque de fuite est énorme. Donc, Bah, ça là, ressemble à c'est un film là que vous avez vécu. Ah oui. Et donc ils vous disent telle date, telle heure, vous allez là, et vous allez sortir de chez vous comme d'habitude. Vous aviez pris l'habitude d'aller dans un hôtel à côté pour Voilà, exactement. boire des cafés, etc. Enfin être au bar. Donc ils n'ont pas trouvé ça étonnant. Et vous Non. aviez changé de tenue au moment où vous arrivez dans le bar. Dans une chambre de l'hôtel, et je suis reparti en portant des habits que je ne porte jamais. Ça, c'était une des conditions. Il ne faut pas du tout que les gens puissent trouver une similarité quelconque entre cette personne La silhouette et moi. habituelle. Voilà, vous, silhouette habituelle. Donc, il faut porter un jean, on ne portait pas. Il faut porter des baskets alors qu'on n'en porte pas. Il faut acheter un truc chez Zara, bien. Hein. Il faut mettre un masque, il faut porter des lunettes. Enfin, je dirais tout un tas de détails pour que... Et puis, il ne faut surtout pas ouvrir la bouche. Il ne faut pas que la voix soit reconnaissable. Donc, moi, j'ai passé plusieurs heures, je n'ai pas dit un mot. Hein. Même dans le train, je n'ai pas dit un mot. Même quand on était proche de l'aéroport, je n'ai pas dit un mot jusqu'à être dans la caisse. Et une fois qu'on était dans la caisse, évidemment, le silence était d'or.
Vous deviez avoir un BPM, là, le cœur qui devait battre pendant toute une journée, ça devait être... Vous êtes tendu, bien sûr, vous êtes tendu. Vous n'avez pas peur, vous êtes tendu. Mais vous voulez concentré, quoi. Vous voulez quoi, bien sûr. Très concentré, vous êtes tendu, vous voulez que ça marche. Donc, ils vous mettent dans une malle, donc un fly case, donc c'est malle comme pour les concerts, pour des instruments de musique notamment. Donc, c'est sur roulette, c'est très lourd, hein, voilà. De base, c'est très lourd, donc on ne voit pas s'il y a... Voilà. Et vous n'allez pas être scanné à l'aéroport comme toutes les malles. Non. Comment ça se fait, ils ont... Ben, parce que dans cet aéroport, ça passait de temps en temps. Ils avaient remarqué qu'ils ne scannaient pas 100%. Elle était grosse, donc ils ont... Oui, elle était grosse. Et puis, ils ont raconté une histoire qui, manifestement, est passée comme étant crédible. C'était des musiciens, qu'ils avaient un concert en Turquie, qu'il fallait qu'ils partent, qu'il ne fallait pas... disons que ces instruments étaient vraiment fragiles. Il ne fallait pas scanner le truc, ça pouvait... pas les scanner parce que ça pouvait les dérégler. Etc. Donc, ça a quand même passé. Ça fait vous entendiez miracle. Vous entendiez quand vous étiez dans la malle? Des baragouinets en japonais, en anglais, bien sûr. Putain, là, ça devait pas être agréable. Hein. Non, c'était pas agréable. Moi, ce qui était agréable, c'est le bruit de l'avion. Quand ça a passé, moi j'étais en soute. Non, mais quand parce que vous roulez, vous savez pas où vous êtes. Vous entendez des gens parler autour de vous. Mais c'est au moment où vous savez que vous êtes sur la piste. Vous entendez le bruit de l'avion, vous dites... Qui accélère là. Ça y est. Mais bon, jusqu'au dernier moment, vous disiez, il faut attendre... Il faut attendre. Enfin, jusqu'au dernier moment, le dernier moment, c'était vraiment l'arrivée à Beyrouth. Hein. Attends, mais parce que même en Turquie, vous aviez un risque. Attends, juste pour terminer, quand vous êtes en soute, il fait très froid en soute, non? On peut mourir, non? Une fois qu'on a décollé, qu'on a passé le territoire japonais, je suis sorti. Mais dans la soute, vous avez ouvert la malle? Je suis sorti, oui, on venait me sortir, je me suis installé, donc on a mangé, on a papoté avec les gens qui sont venus m'aider. Et puis, quand on a atterri en Turquie, c'était très tôt le matin, il était 4 heures du matin, je me rappelle, il pleuvait beaucoup. Donc, je suis descendu de l'avion et je suis monté dans un autre avion qui m'a amené à Beyrouth. Et l'autre avion, vous êtes monté en tant que Carlos Ghosn? Il n'y a plus de problème. Ah oui? Ouais. Putain. Vous avez pleuré de bonheur ou pas, à un moment donné? Est-ce que les nerfs lâchent quand on vit un truc comme ça de... Non, moi, le soulagement est venu quand j'ai rencontré mon épouse à Beyrouth. Voilà, la première fois que je la voyais depuis très très longtemps. Puis c'était un cauchemar qui passait, quoi, tout d'un coup. Vous avez dit, ça y est, ouais. Incroyable. Et vos enfants, vous attendez? Non, bah, du coup, personne ne savait? Ils n'étaient pas là, ils ne savaient pas. Ils sont tous venus après, ils ont voyagé, ils étaient aux États-Unis, en Suisse, ils sont tous venus me voir, puisque c'était Noël. Hein. Enfin, c'était le jour de l'an, c'était le jour de l'an. Ouais. Et vous n'avez pas eu, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, vous n'avez pas été inquiet qu'il y ait des services secrets japonais qui viennent vous chercher? C'était une inquiétude? Dans un premier temps, ce n'était pas les services secrets, c'était toute la presse japonaise, c'était à Beyrouth. Hein. Ils étaient tous devant la maison que j'habite à Beyrouth, et ça a duré pendant 2 semaines, pratiquement. Parce que vous savez qu'à mon arrivée, j'ai annoncé que j'allais faire une conférence de presse. La première depuis les événements. Et donc, j'avais la presse mondiale. Hein. Et donc, j'avais toute la presse japonaise. Et ils sont restés à Beyrouth très longtemps. La presse, oui? Oui, la presse japonaise. Donc, ils étaient devant la maison, et ils espéraient avoir une interview. À ma sortie, à ma rentrée, effectivement, ils n'ont rien eu, donc ils sont repartis derrière. Parce que je crois qu'au Japon, on ne peut pas avoir un procès par contumace, c'est-à-dire à distance. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas là-bas, le procès, entre guillemets, s'arrête. S'arrête. Voilà. Et vous ont demandé de revenir ou pas? Ils vous ont fait une demande officielle vous êtes convoqué? Écoutez, moi, il y a eu deux faits assez cocasses. C'est que quand je suis arrivé à Beyrouth, vous savez, il y a eu 48 heures où il y a eu des interrogations. Il y a eu des rumeurs. Et puis, à un moment, j'ai sorti mon communiqué en disant, voilà, je ne fuis pas la justice, je fuis l'injustice et la persécution. Et à ce moment-là, j'ai eu un entretien avec mes avocats japonais. Et à la fin de cet entretien, il y a un des avocats japonais qui était encore sous le choc, qui m'a dit, quand est-ce que vous rentrez à Tokyo? Il pensait vraiment que j'étais juste parti pour voir mon épouse et aller revenir. Je lui ai dit, je ne pense pas que vous allez me revoir bientôt à Tokyo. Et puis, il y a la déclaration du ministre de la ministre de la Justice à ce moment-là, qui avait dit, Monsieur Ghosn a intérêt à rentrer au Japon pour prouver son innocence. Alors, il y a eu branle-bas dans toute la presse mondiale en disant, attendez, c'est pas lui de prouver son innocence, c'est à vous de prouver qu'il est coupable. Mais je pense que c'était la seule personne honnête dans le système, parce qu'en fait, elle avait juste dévoilé le système. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes mis en accusation par un procureur, vous êtes coupable, et c'est à vous de prouver l'innocence. Ce qui est tout à fait contraire à tous les traités que le Japon a signés, tout à fait contraire aux droits de l'homme, à tout ce que vous voulez, mais ils s'en foutent. Ils disent au Japon, on fait ce qu'on veut.
C'est une question que je me pose, je ne sais pas si vous le dites ou si vous l'avez dit, mais combien ça coûte d'organiser une évasion d'un pays? Grosso Ça modo. coûte très cher. Ça coûte très cher. Hein. Mais évidemment, c'est votre liberté qui est en jeu. Ah non, mais de toute façon, ça n'a pas de prix. Mais les gens savent que c'est votre liberté, donc en général, ils négocient dur. Mais je peux vous dire, ça coûte très cher. Je souhaite à personne que ça leur. Mais c'est quoi, c'est en millions? Oui, c'est en millions. Je m'étais demandé, je me suis dit que je vous poserai la question. D'accord. C'est en millions. C'est normal, parce qu'eux risquent aussi. Hein. Donc, mais c'est en millions. Et qu'est-ce que vous auriez risqué si vous avez été arrêté à l'aéroport, si vous avez choisi de passer la malle et qu'ils vous arrêtent? Ça aurait été pire qu'avant. Mais déjà avant, comme c'était vraiment pire, c'était vraiment pire. Donc franchement, d'un côté, ce que vous allez perdre, c'est que ça allait être un peu pire, oui, mais là, alors que de l'autre côté, c'était une autre vie. Hein. C'était une autre vie. Non, vous savez, ce qui est important, c'est... ça me rappelle la définition du bonheur par André Comte-Sponville. On l'a reçu dans l'émission. Vous l'avez reçu. André Comte-Sponville, il a une définition du bonheur qui est excellente. Il dit, le bonheur, c'est l'absence de malheur. Bon, alors on dit qu'on n'est pas bien avancé. Qu'est-ce que c'est le malheur? Le malheur, c'est l'impossibilité de la joie. Moi, j'ai passé 13 mois au Japon. J'ai pas eu un jour où j'étais joyeux. J'étais dans le malheur, le plus total. Donc, un peu plus dans le malheur ou un peu moins dans le malheur, franchement, ça ne fait aucune différence. Depuis que je suis arrivé au Liban, alors, on dit le bonheur, c'est l'absence de malheur. Donc, l'absence de malheur, ça veut dire le bonheur, c'est la possibilité de la joie. Mais j'ai eu beaucoup de moments de joie. Donc, quelque part, j'ai pris la bonne décision. J'étais dans le malheur le plus total, et je ne risquais pas d'en sortir. Et je me retrouve dans une situation plein de contraintes, plein de problèmes à traiter, mais où la joie est possible. Donc, il n'y avait pas à hésiter. Et pardon, dernière question, mais vous arrivez au Liban, vous n'avez pas prévenu personne, vous disiez pour pas qu'il y ait de fuite. Comment vous vous déclarez? Est-ce que vous allez voir le président? Est-ce que vous lui demandez un rendez-vous? Vous le connaissiez? Comment ça se passe? Je suis arrivé à l'aéroport privé de Beyrouth. Il y a un aéroport privé. La personne, c'était 6h du matin. L'aéroport privé, c'est pour les jets privés, c'est ça? Oui, pour les jets privés. Donc, la personne qui était là, qu'elle m'a vu, elle m'a dit « Bonjour, Monsieur Ghosn, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. » Ça faisait déjà plaisir. Déjà, j'étais accueilli comme un être humain. Oui, vous êtes adoré au Liban. Ouais. Accueilli comme un être humain, il était très content de me voir. J'étais content, je dis c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me sourit en me recevant. Et puis évidemment, quand on était dans l'avion, j'avais appelé quelqu'un pour venir me prendre à l'aéroport, parce que je voulais réserver la surprise à mon épouse. Et elle ne le savait pas jusqu'à ce que vous arriviez à la maison? Mais non, parce qu'elle était probablement sous écoute, je voulais surtout pas qu'il y ait une fuite. Et donc je l'ai retrouvée, elle était chez sa mère. C'était pour voir si elle était bien toute seule, c'est ça? Pardon? C'était pour voir si elle était bien toute seule. Non, elle toute était seule. chez sa mère, je prenais aucun risque là. Oui. Mais, et donc je l'ai rencontrée après. Incroyable. Et donc après, le président, vous l'avez prévenu? Non, j'ai appelé la présidence, parce que je ne voulais pas qu'ils apprennent par les journaux ma présence au Liban, parce que ça allait s'ébruiter. Donc j'ai appelé, il m'a demandé de venir au palais présidentiel. Mais il y a eu un petit malentendu, parce que lui, il pensait que les Japonais m'avaient libéré. Donc il était content, il commençait à me féliciter. Je lui dis, je pense que je vais éviter les malentendus. Je suis sorti sans l'accord des autorités japonaises. Donc, j'étais un peu surpris. Puis après, il a rigolé. Et il m'a dit, bon, bienvenue au Liban. Et là, vous ne pouvez pas retourner en France pour bien comprendre votre situation au jour du tournage, parce que ça évoluera après peut-être... Alors ça, c'est un autre chapitre. Comme je suis au Liban, et qu'il y a une notice rouge d'Interpol à la demande du Japon. Notice rouge, c'est recherché. Notice rouge, c'est extradé. Hein, arrêté et extradé. Mais c'est-à-dire que vous êtes recherché par un pays qui a fait la demande. Qui a fait la demande. C'est ça, la notice rouge. C'est wanted de l'époque. Donc je pouvais pas quitter le Liban. Et il y a une notice rouge française. Voilà. Du coup. Ouais. Et même tout en sachant une notice rouge française, tout en sachant que je ne pouvais pas quitter pour la France. Et tout en sachant que le Liban n'extrade pas ses citoyens, comme la France d'ailleurs. Hein. Tout le monde m'a dit, t'es au Liban parce que le Liban n'extrade pas. C'est pas vrai. La France n'extrade pas ses citoyens. Le Brésil n'extrade pas les citoyens. Si j'étais venu au Liban, c'est parce que mon épouse était au Liban. Et pour terminer, vous me disiez tout à l'heure que même votre femme avait une notice rouge. Quand vous êtes arrivé au Liban, ils lui en ont mis une aussi. C'est ça sur elle? Ils ont mis, oui, parce qu'ils l'ont accusé de ne pas s'être rappelé de connaître quelqu'un au cours des interrogatoires, alors qu'elle avait dû se rappeler, puisqu'ils ont trouvé un email
de correspondance datant de 4 mois. Enfin, un truc, franchement, c'était pour me punir. Hein. Ils ont puni mon épouse pour me punir à moi. Voilà. Et vous savez, malheureusement, malgré toutes nos tentatives, on n'a pas réussi à enlever la notice rouge sur mon épouse qui a rien fait. Hein, qui est toujours dans l'obligation. Elle ne peut pas quitter le territoire libanais. Et vous êtes toujours soutenu? Elle a toujours été là avec vous, même quand vous ne pouviez pas lui parler? Mon épouse? Oui. Ah, toujours. 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 Elle m'a donné la force de résister. Elle m'a donné la motivation aussi pour me battre. Bien sûr, mes enfants, mes sœurs, ma famille. Mais c'est elle qui a le plus subi les foudres un peu du cynisme et de la violence japonaise. Hein. Ils l'ont punie à elle parce qu'elle a osé remettre en cause publiquement le système japonais et qu'elle a demandé à plusieurs reprises, devant toutes les grandes chaînes de télévision américaines, françaises, elle a dit ce qui était en train de se passer. Qu'est-ce qui vous a le plus touché qu'elle a fait pour vous dans cette période-là? Vous vous êtes dit, là, vraiment, je ne me suis pas trompé? Parce que c'est dans ces moments-là qu'on le voit. Vous savez, elle était venue me voir au Japon. Une fois, il l'avait autorisé à venir, donc j'étais en prison à ce moment-là. Je l'avais vue, donc c'était assez fort, c'est la première fois que je la voyais. Et je lui dis, j'espère que ça ne change rien pour nous. Et elle m'a dit, tu me connais vraiment pas. C'est très fort. Ouais. Ça fait des années que vous êtes mariés? 2016. C'est quand on passe des périodes de brouillard comme ça, après, c'est indestructible, un couple. Oui, c'est très fort après. Vous avez 4 enfants, on n'a oui. pas trop abordé le sujet. Caroline, oui. Anthony, Maya et Nadine, oui. qui sont nés d'un premier mariage. Oui. 1 an après votre arrestation, ils ont écrit une tribune, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui. une tribune, oui. Pour réclamer un procès juste et dénoncer le système judiciaire japonais. Oui. Ça, voilà. Oui. Ils vous ont jamais lâché non plus? Non, jamais. Jamais. Les enfants n'ont jamais lâché, mon épouse ne m'a jamais lâché. Il y a beaucoup d'autres personnes, mes sœurs ne m'ont jamais lâché, sont venues au Japon systématiquement. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus au Japon me visiter, alors que tout le monde leur disait, il ne faut pas aller au Japon, vous ne savez jamais ce qui risque de se passer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu le courage de venir, malgré tout cela. C'est-à-dire que, quelque part, pour moi, j'ai pu faire, au travers de cette période, le tri entre les gens sur lesquels vous pouviez vraiment compter et ceux qui n'étaient que des hasards de circonstances. Il y en a beaucoup moins, du coup, ceux sur qui on peut compter. Hein. Évidemment. Pour terminer, là, je parle au père, mais quelle est la chose la plus importante que vous ayez transmise à vos enfants? Les 4 enfants. Ils sont sûrement très différents. La chose la plus importante, c'est l'autonomie. Hein. Je suis très fier d'eux parce qu'ils sont autonomes. Chacun son propre chemin. Ils ont construit leurs propres affaires, ils ont fait leurs propres trous, ils vivent leur propre vie dans les pays qu'ils ont choisis. Je suis très fier d'eux. C'est l'autonomie. J'ai toujours dit, il faut être autonome. Et pour pouvoir être autonome, il faut que vous puissiez apporter une contribution. Il faut que vous soyez indispensable quelque part. Il faut vous rendre utile. Et ça, c'est le meilleur message qu'on puisse... Alors, bien sûr, il faut outiller les enfants. Il faut bien les éduquer. Il faut leur donner de bonnes universités. Il faut leur donner l'exemple. Hein, ils ne suivent pas ce que vous dites, ils suivent ce que vous faites. Hein. Et je suis très fier de ce qu'ils sont devenus. Est-ce que si vous avez encore 3 minutes, je peux vous poser des questions sur les voitures? J'aimerais bien avoir votre avis. Il y a une évolution aujourd'hui. On est jour du tournage, en tout cas. Il y a les voitures électriques qui arrivent très fort depuis des années. Hein. Ça existait déjà, Renault Zoé à l'époque, mais Tesla est arrivé très fort. Depuis quelques années, il y a BYD. Depuis encore moins d'années, il y a XPeng, même une marque chinoise. Comment vous dites? Xipeng. Xipeng, on dit? Oui. X, c'est Xi. Ah, d'accord, ok. Et donc, je crois que c'est Monsieur Peng, si je ne dis pas de bêtises, qui a créé sa marque, il donnait beaucoup de logiciels, de software, hardware, pour être précis, pour avoir BYD, c'était des batteries. Hein. Et BYD, c'était des batteries? Des batteries. Ils sont tous virés à la voiture très peu de temps. Il y a très peu de temps comparé à Renault ou à Nissan. Ou à tout. Vous avez essayé ces voitures? Qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution des voitures en quelques années, là? Extraordinaire. Je trouve que les Chinois font un travail extraordinaire. Ils représentent un véritable danger pour les marques moyennes. C'est-à-dire, c'est très grand danger pour Renault, très grand danger pour Nissan, très grand danger pour Mitsubishi. Les marques de luxe sont comme Mercedes, Audi, Ferrari, Maserati. C'est un peu moins menacé, quoique les Chinois ont bien dit qu'ils allaient monter
en gamme, mais je trouve que les constructeurs européens, américains, japonais, voire même coréens ont du souci à se faire. D'autant plus que souvent, ils sont managés par des gens qui n'ont malheureusement pas le niveau. Donc, si vous n'avez pas un leadership de taille, vous avez cette vague déferlante chinoise qui vous arrive avec de la technologie, des coûts, de la logistique, une ambition, un support inconditionnel par l'État chinois. Il faut vraiment être très créatif pour pouvoir faire face. Hein. Il va falloir être novateur dans les années qui arrivent pour les marques européennes. Il a toujours fallu être un novateur. Mais maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Avant, ça passait encore. Hein. Donc, vous n'étiez pas novateur, mais ça passait. Maintenant ça ne passe plus. Vous suivez toujours d'un regard même un peu lointain, Renault, Nissan, ce qu'ils font, les nouveautés, vous regardez les modèles? Non, franchement, Renault, Nissan, ça me fend le cœur de les suivre parce que je suis tellement triste de là où ils sont aujourd'hui par rapport à là où ils étaient en 2018. Ça a baissé? Les volumes ont baissé, les ambitions ont baissé, la technologie a baissé, même la valeur de l'action a baissé, hein, près de la moitié pour Renault, près des 2/3 de Nissan. Enfin, je dirais, non, franchement, ça me fait mal au cœur. Par contre, vous savez qu'il y a tous les distributeurs qui existent au Liban m'envoient souvent les nouvelles voitures qu'ils reçoivent en me disant on aimerait bien avoir votre avis. Donc, ils me donnent, je prends un week-end, une Xpeng ou une BYD ou la nouvelle Range Rover ou une nouvelle Mercedes pour la tester et de dire quel est mon avis. Hein, parce que, évidemment, ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui connaît si bien à domicile et c'est gratuit puisque je conduis la voiture, ça me fait plaisir et je donne mon avis. Mais vous savez, je suis triste pour l'Alliance. Je suis triste pour l'Alliance parce que d'abord, elle n'existe plus, contrairement à tout ce qu'on nous raconte. Mais deuxièmement, surtout pour les employés, les actionnaires de Renault, Nissan, Mitsubishi, parce que quelque part, on les a trompés. Vous comparez là où ils sont en 2025 par rapport à 2018, qui est la dernière année dont je peux parler moi-même, ça n'a plus rien à voir. Et ça n'a plus rien à voir. Mais, comme on dit, ne nous prenons pas trop au sérieux, il n'y aura aucun survivant. Hein, c'est Alphonse Allais. Je trouve que cette phrase est absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Là, on est venu vous voir à Beyrouth, ici au Liban. Je remercie d'ailleurs Émile qui nous a prêté gentiment sa maison et sa maman et sa sœur qui nous ont très bien accueillis. On a pu venir vous voir ici. D'ailleurs, juste petite anecdote, on est arrivé à la douane hier, à l'aéroport. C'était un peu compliqué, ils ne voulaient pas trop nous laisser passer, qu'on ne prenait pas les papiers, on disait qu'on allait tourner un podcast, ils vous êtes journaliste, non on n'est pas journaliste, mais pourquoi vous n'êtes pas journaliste, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ne comprenaient pas trop. Quand j'ai dit que c'était pour vous, il y a eu un sourire sur le visage du douanier, et en fait ils ne comprenaient pas Carlos Ghosn, parce qu'on ne dit pas Carlos Ghosn ici. Ghosn. Et il m'a fait « Ah, Rawson, ok, welcome !» Et il nous a laissé passer. Oui, j'ai servi à quelque chose quand même, au moins pour vous. Hein. Vous avez eu un coup de tampon que vous n'aurez pas pu. C'était marrant parce qu'on ne dit pas pareil et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi. C'est vrai. En arabe, ça se prononce Rawson. Mais c'est difficile, Rawson, pour des Américains, des Français ou des Japonais. Donc Ghosn, c'est beaucoup plus facile. Mais je reviens à la question, vous dites qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais là aussi, que la joie soit toujours possible, quoi. Donc un peu de bonheur quand même. Bon, ça c'est ce que vous pouvez me souhaiter. Mais d'un autre côté, vous savez, quand vous êtes dans une situation comme ça, dans laquelle vous vous retrouvez, où vous tombez d'un poste où vous êtes occupé tout le temps, à un moment où vous regagnez le temps, c'est là où vous vous rendez compte combien la vie est précieuse. Hein, et quand vous êtes dans le feu de l'action, vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Je pense que c'est... Il y avait... Je ne vais pas vous citer du Montaigne, mais... c'est une pas assez constante pensée de la mort ne donne pas assez de prix au plus petit moment de la vie. Et c'est tellement vrai. Et ça, vous ne le découvrez qu'à partir du moment où vous subissez un choc et vous vous retrouvez... Alors, avec des contraintes d'un côté, mais avec une richesse extraordinaire qui est celui de disposer de votre temps et de pouvoir décider finalement, vous et tout seul, qui sont les gens avec lesquels vous allez vivre et les gens que vous allez rencontrer. C'est plus facile maintenant que... là, on parle d'un film, on va dire un film professionnel. Quand on est à la fin du film professionnel, c'est plus facile à voir d'en haut. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Dernière question. Là, maintenant, vous voyez votre carrière, les problèmes à la fin, etc. Deux choses différentes. Premièrement, j'aurais accepté le poste de General Motors en 2008.
J'aurais jamais eu tous ces problèmes. On vous l'a proposé à l'époque. Hein. Oui, on m'avait proposé, ça venait du président Obama, puisqu'il avait des problèmes de la faillite de General Motors. Et Steve Ratner, qui était le quart tsar de Obama, m'avait appelé pour me dire, voilà, le job, il est pour toi. On ne veut pas venir dans l'Alliance, mais on veut que tu viennes aux États-Unis. J'ai dit, je ne peux pas quitter... Un capitaine ne peut pas quitter un navire en perdition. On était en pleine bourrasque financière. Je le regrette. Et deuxième regret, de ne pas être parti à la retraite en 2018. Quand vos enfants vous disiez? On dit toujours qu'il faut écouter ses parents et parfois il faut écouter ses enfants. Bah, vous voyez. Merci beaucoup d'avoir donné de votre temps. Je vous en prie. Ici, que vous savez précieux maintenant. Merci donc encore à Émile d'avoir reçu chez lui. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. On a fait le trajet ici pour découvrir aussi le Liban et Beyrouth. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes environ 150 000 en plus à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en dessous, ça prend 2 secondes et ça nous permet d'avoir des invités exceptionnels comme Carlos Ghosn aujourd'hui. Et en tout cas, si vous nous écoutez en podcast audio sur la route ou si vous êtes en train de faire du sport, par exemple sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, merci de faire de Légende le premier podcast de France. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Ciao tout le monde!